Voilà, voilà, tu es à l'écran. Oh, Bienvenue, chouette. bienvenue Phébus. Bonjour. Eleminst. Bonjour Eleminst, enfin. Oui, bah il est 20 h, on avait annoncé 20 h, il est 20 h pile. Nous voici donc pour le premier épisode du talk show Ramène ta fraise. Oui, c'est tout bon Violette, c'est déjà fait. Mais merci patron. Comment tu te sens Phébus? Super. Ouais, ça a pas l'air. Mais si, mais si. Mais bon, parler devant des gens, tout ça. Mais tu parles pas devant des gens, tu me parles à moi. On est les deux sur Discord en tête à tête. Avec un tableau, c'est juste un peu chelou et t'as des oreilles de chat, toi aussi. Yes. Quelle Yes, chance, j'ai toujours voulu. n'est-ce pas? Moi, j'ai juste pas encore trouvé le casque. Enfin si, j'avais trouvé un casque. Même d'ailleurs, on pouvait choisir. Il y a des oreilles de chat, des oreilles d'ours. Ah, oh, trop stylé. Tu pouvais changer. Bah moi j'ai Voilà. des oreilles de chat et des oreilles de chat. Du coup j'ai 4 oreilles de chat. Ouais. T'en as de la chance. Voilà. Du coup, bah, j'espère que vous êtes tous chauds. Je vous présente Phébus qui sera maître Phébus pour la soirée. Vous Au l'appelez hasard. maître Phébus ou maître ou prof, comme vous voulez Ou, ju- pour ce soir. ou, juste Phébus aussi. Ça marche Non, aussi. c'est pas drôle. C'est pas très drôle. Je te laisse te présenter un peu si t'en as envie. Les gens Ah du ouais. chat disent bonsoir professeur et monsieur, maître et c'est quoi un algo? Bah justement, ça va être la première question que je vais vous poser, mais c'est vrai que je peux me présenter. Comme ça, vous verrez que j'ai aucune légitimité pour parler de ce dont je vais parler. Non, donc bah moi j'ai 30 ans, je suis doctorant en informatique. Et puis j'ai fait mon master en informatique théorique. Donc en gros, j'ai fait beaucoup d'algorithmes. Voilà. Du coup, c'est un sujet que j'aime beaucoup et j'ai fait plein de types d'informatique différents. J'ai fait voilà, plein de choses. Puis à côté de ça, je fais plein de choses. Je fais plein de jeux vidéo, plein de jeux de rôle. Ils Je lis disent des que t'es livres. vieux. C'est tout ce qui ressort du chat. D'accord. En même temps, c'est le plus important. Et Sissi Mère qui dit bonjour. Et qui se fait, et qui se fait censurer derrière. Voilà. Merci beaucoup d'être passé, Pinty, qui te souhaite bonne chance. Merci. J'espère que ça va bien se passer. On Mais va oui. faire au mieux. Mais ouais, il y a pas de raison. Donc voilà. Je sais pas si tu veux lancer autre chose ou si je commence par Non, poser des bah, questions. est-ce que déjà pour commencer, quelqu'un a une question un peu générale dans le. Ah, punaise, il y a une pub. Bon, une question dans le chat. C'est vraiment chiant Twitch pour ça. Moi, je suis en train de manger mon chocolat. Bonjour, Sissi Mère, qui toi, ce qu'on y soit. Pardon. Est-ce que tu Ouais, voudrais du coup. lancer une première question à toi, Phébus? Oh, wait. Euh, alors moi, ma première question que je voulais poser au chat et puis à voir, c'est selon vous, d'après vous, quelle est un peu votre définition d'un algorithme? Qu'est-ce que c'est pour vous? Qu'est-ce que ça vous évoque? À quoi ça vous fait penser? Essayez de Du noter coup, un peu les idées et puis on va essayer de voir si tous ensemble on arrive à construire une définition. Puis pour tous ceux après, je qui vous ont un donnerai abonnement, des vous idées. pouvez écrire dans le chat. C'est pour devenir une star de TikTok. C'est pour faire un robot. Alors, va Donc on pas peut trop à noter des gauche, hein. éléments. Ouais, je vais pas plus loin que ça à gauche. Ok, parfait. Donc TikTok, on entend parler de robots. Donc, d'après vous, à quoi ça sert un algorithme? Enfin, où est-ce qu'on les utilise? Qu'est-ce que ça vous fait Qu'est-ce popper que dans ça vos vous esprits, un pense? algorithme? Ça me fait penser aux youtubeurs qui se plaignent car ils doivent changer leur format pour continuer à faire des vues. Ok, donc ça, je vais le traduire un petit peu par recommandation. Un algorithme, c'est un ensemble d'instructions simples en série permettant d'être lues par une machine. C'est une liste d'items à exécuter. Hmm. C'est juste une suite d'étapes qui permet de quantifier quelque chose dans le temps. C'est une recette de cuisine. Pour moi, c'est un mot mathématique Merci Léo. compliqué. C'est une énigma. Parce que les lettres, elles sont pas dans le bon sens. Ouais. Une énigme. Euh... Qu'est-ce que j'ai raté? Une suite d'étapes qui quantifie quelque chose dans le temps.
Ça, je suis pas sûr de comprendre. C'est le mal. Je sais pas où tu en es. Une suite d'étapes dans le temps. Une suite d'étapes. Attends. Ah bah je suis perdue aussi. Un agrégateur de données aussi. Il y en a qui sont trop chauds là. Arrêtez de regarder dans Google, hein. Le but Ah, c'est... c'est ça qui est intéressant, c'est qu'en fait, bonjour. il y a plein de Pardon. différents. Bonjour le raid. Bonjour Matlink. Merci beaucoup pour le raid. Et bienvenue. Désolée, on te coupe du coup, Phébus. Merci, T'inquiète. bonjour à tous. Bonsoir. J'espère que vous allez bien. Bienvenue les raiders. Bienvenue, bienvenue, bienvenue. Qu'est-ce que vous faisiez? Bienvenue, on vient de commencer, on fait notre tout premier talk show ce soir. On accueille Professeur Phébus qui va nous faire une petite présentation sur que sont les algorithmes, qu'est-ce que c'est, nous expliquer en fait ce que c'est, ce qu'on peut en faire, un peu les applications et surtout discuter autour des algorithmes. Mais du coup, bienvenue à tous, c'est trop cool. Mais oui, je vais bien, vous étiez sur quoi? C'est un apéritif, les algorithmes, tu peux rajouter. Bonsoir petit Nico, trop mignon. Trop mignon. On était en train de poser la question, enfin vous posez la question sur qu'est-ce que vous pensez que c'est un algorithme ou des algorithmes. Donc n'hésitez pas à noter dans le chat ce que vous pensez que ça peut être. J'étais sur Nier Automata, je connais pas du tout c'est quoi. Qu'est-ce que Il est c'est? très chouette ce jeu. Ah c'est quoi? Je connais pas. Comme d'hab, j'ai pas la C'est un ref. Hein. JRPG. Un JRPG dans un monde post-apocalyptique où les humains vivent en orbite et puis ils envoient des androïdes pour reprendre le monde qui a été conquis par les robots. Oh, trop stylé. C'est un peu lié aux algorithmes. ChatGPT. Ah, ChatGPT, bah tiens, algorithme. Ah bah tiens. C'est dans le thème du coup. Mais du coup, bienvenue à tous. Bienvenue à tous. N'hésitez pas à parler, voilà, il a bien résumé. Ouais, il est trop intelligent, notre professeur Phébus. Mais voilà, du coup, n'hésitez pas, on se posait cette question pour commencer un peu cette petite présentation de ce que sont pour vous les algorithmes avant que Phébus nous en parle. Phébus qui est donc doctorant en informatique. Je résume très rapidement. Il est bien plus que ça, mais entre autres, il est ça aussi. Ah surtout, c'est le plus important. Le mal. Oui, t'as pas écrit le mal. Les algorithmes, c'est le mal. Oui, il a aussi un master avant de faire un doctorat, mais c'est ça avec 2B. C'est Nier Automata. Attends, Nier Automata avec 2B comme dans le jeu de combat là. Je sais pas ce que c'est, j'ai pas du tout la ref. Merci beaucoup en De tout cas pour le bestias. rêve. Le rêve. Ah là là. Le raid, c'est super chou. Et puis bienvenue, installez-vous, profitez. Profitez de ces petits talk shows. Profitez pour apprendre, profitez pour poser vos questions. Parce que vraiment, le format, c'est de poser vos questions et qu'on y réponde tous ensemble. C'est le futur. C'est le futur, les algorithmes. Ça, c'est pas... Ah, si tu l'as noté. Ah j'ai noté hein. Ouais, il est en haut, le futur. Il est en haut. Moi je note tout, y a pas de souci. Merci. Merci de refaire ma culture. Ok. Est-ce que vous pensez que c'est autre chose, les algorithmes, ou est-ce qu'on a tout noté? On a fait le tour. On a TikTok, le futur, les robots, c'est le mal. On a le fait que ce soit des recommandations par rapport aux vues YouTube. On a le fait que ce soit des instructions, une suite d'étapes dans le temps, une recette de cuisine, une agrégation de données, un apéritif et ChatGPT. C'est des suites de calculs qui peuvent être effectuées par une machine ou un être humain et qui permettent de créer et de programmer des gadgets et autres. Ouais, ça c'est un peu équivalent à la suite d'instructions si jamais. Ouais, je pense aussi. Tu est un des persos principaux, tu incarnes 2 autres personnages. Ah, trop bien. Il faut découvrir le jeu plus en profondeur. J'irai regarder après. ChatGPT, oui, ChatGPT, c'est le mal. Ah non, c'est les algorithmes qui sont le mal. Ah pardon, tout est le mal. Ah. ChatGPT c'est un algorithme, c'est bon, ça compte. Ok. Un outil facilitant le travail informatique. Un outil facilitant le travail informatique, intéressant. Ok. Alors. On censure parce que bon, les trucs sont pas pertinents. Alors, du coup, à partir de tout ça, bah, vous êtes déjà bien en fait. Donc il y a un certain nombre d'éléments là-dedans qui sont plus des exemples d'algorithmes. Typiquement, bah, en fait, TikTok, c'est un programme qui utilise plein d'algorithmes.
Un robot, ben, un peu pareil, on peut faire plein d'algorithmes qui utilisent des robots. Les recommandations, c'est toute une famille d'algorithmes. Si ça vous intéresse, on pourra en parler un peu plus en profondeur après. Je vais ignorer certains éléments qui me semblent plus être du troll qu'autre chose, hein. Notamment celui-là, parce que je sais qu'il a écrit. Celui-là aussi, d'ailleurs, tiens. Voilà. Après, du coup là, on a des éléments qui ressemblent plus à des définitions effectivement assez justes. La recette de cuisine, c'est aussi un exemple. Agrégateur de données, ça, je dirais, ça peut, c'est un peu un cas particulier, j'aurais tendance à dire. Mais effectivement, un algorithme, ça peut servir à agréger des données, mais plutôt, on va utiliser des algorithmes pour agréger des données, en tirer des conclusions. Plutôt qu'un algorithme, ça sert à ça. C'est plutôt, on peut utiliser pour ça. Le Donc, mal, ça peut moi, être intéressant pour la fin, et demande Léo. ouais, on verra ça en conclusion, si On vous peut voulez garder bien. le mal pour la fin. Commençons par le positif, hein. On garde D'accord. le mauvais pour plus tard. Donc voilà, donc moi ce que je propose comme définition pour les algorithmes en général, une que j'aime bien, c'est dire qu'en fait c'est effectivement décomposer une tâche simple, une tâche complexe en tâches simples. Et c'est quelque chose qui est en fait assez déconnecté des ordinateurs, donc ça c'était un peu des choses qu'on a vues, donc une suite de calculs qu'on peut faire dans un ordinateur ou pas, et qui du coup lui va pardon, je t'ai interrompu. Du coup, donc cette suite qui va nous permettre de résoudre une tâche complexe en utilisant donc des tâches simples. Donc après, soit suffisamment simple pour être lancé sur un ordinateur, soit même du coup pour être exécuté par des gens dans la vie de tous les jours pour faire des choses plus facilement. Typiquement, des exemples qu'on peut donner d'algorithmes. Là, du coup, vous en avez donné plusieurs, mais alors robot ce sera pas tellement un algorithme de nouveau. Alors une recette de cuisine, effectivement, ça peut être considéré comme un algorithme parce que on a, alors on verra le formalisme un petit peu après, mais en fait on a différentes entrées. Typiquement les différents ingrédients seraient les entrées, et puis la sortie, ce serait en fait le gâteau qui sortirait, le résultat de la recette. Ce serait le résultat de l'algorithme. Après il y a aussi d'autres exemples qu'on peut tirer de la vie de tous les jours, typiquement calculer un chemin, donc réfléchir à quel chemin on fait pour aller au travail. En fait ça c'est toute une famille d'algorithmes, la recherche de chemin, donc le plus court chemin, des choses comme ça, qu'on pratique en fait, mais qu'on fait aussi sur ordinateur. De nouveau, un GPS, il va le faire aussi. Après, il y a aussi d'autres choses qui sont un peu moins connues, mais qui marchent aussi. Typiquement, choisir dans quel ordre on met ses habits, bêtement, ça peut être formalisé sous forme d'un algorithme. Et du coup, ça peut être théorisé, et puis tout ça. Avec typiquement, en fait, il y a une dépendance. On ne peut pas commencer à mettre son pantalon et puis ensuite mettre son caleçon. Donc il y a l'ordre dans lequel faire les choses. Donc en fait, on peut vouloir mettre un graphe de dépenses, du coup sortir des règles de comment faire ce genre de choses. C'est quoi que t'appelles une dépendance? Alors une dépendance, c'est juste simplement si tu as un élément qui dépend d'un autre, vraiment littéralement ce que ça veut dire, quoi. Donc typiquement, tu peux mettre ta montre avant d'avoir mis tes chaussettes, mais mettre tes chaussures avant de mettre tes chaussettes, c'est compliqué. Tu peux pas tellement. Mais Lord dit très justement que Superman il met son caleçon après son pantalon. Alors, c'est une très bonne question. C'est vrai que je n'ai pas considéré qu'on était dans un univers où Superman existait. Mais c'est un point à considérer, effectivement. Merci de le relever. Ça peut être très très simple si on veut. Oui, un algorithme, ça peut tout à fait être très très simple. Ça peut être même une seule règle, hein. Ça peut être... après, disons, ça peut être un algorithme, c'est juste... Il y a des risques que ce soit un algorithme pas très intéressant, s'il est trop simple. Mais typiquement, c'est vrai que dans les algorithmes traditionnels qu'on regarde assez vite quand on étudie l'informatique, c'est les algorithmes de tri. Donc typiquement, on a une liste d'éléments, et puis on veut trier les éléments dans l'ordre croissant ou décroissant. Et du coup, comment on fait pour garantir que peu importe peu importe les valeurs qui seront présentes, on peut accepter n'importe quel type de valeur, des valeurs, des nombres réels ou des nombres entiers, enfin voilà, après il y a différentes familles, mais pour n'importe quelle valeur, et à la fin on peut garantir que le tableau soit trié. Ça, il y a des algorithmes très très simples qui permettent de le faire. Les algorithmes ont vraiment 4-5 itérations, enfin 4-5
instructions avec une boucle et puis en fait on a fini. Violette dit par exemple si bleu égale poubelle et pas bleu égale tiroir. Ça fonctionnerait, c'est un algorithme. Ce serait un algorithme. Il marcherait pas très bien, mais ce serait un algorithme, ouais. C'est pas la Tout à question. fait. Mais tout à Est-ce fait, que c'est un c'est pour ça. algorithme? Tout à fait, ce serait un algorithme en fait. Dès l'instant où tu as une suite d'instructions pour faire un truc compliqué, bah ça se qualifie, ça suit en fait cette définition-là. Et ouais. Et si le tiroir il est pas bleu, hein? Hein, tu fais comment? Bah de nouveau, hein, ton algorithme, je me dis qu'il était bon. Ou trier des croissants par ordre croissant, hein? Tu fais comment? Tout à fait. Ceci est tout à fait valide. Tu peux trier par ordre croissant après de taille, de couleur, de goût. Et tu peux utiliser plein de métriques. Bah, c'est là en fait, après on parle de fonction de coût, tu vois, comme je disais avant. Bah, une fonction de coût, c'est. Bref. Faire certaines familles d'algorithmes, une fonction de coût, c'est comme ça qu'on appelle comment on va évaluer la métrique par laquelle typiquement on veut trier ou comment on veut évaluer ce qu'on fait. Puis après, tout un problème, c'est comment on fait pour évaluer le résultat. Mais du coup, ça me permet de faire une super bonne transition parce que donc l'idée c'est comment est-ce qu'on étudie un algorithme. Ça c'est du coup le point suivant que je voulais aborder si vous n'avez pas d'autres questions et que c'est suffisamment clair la définition. Donc oui, si jamais n'hésitez pas à poser des questions à n'importe quel moment, hein, je peux m'interrompre, revenir en arrière, il n'y a pas de souci. Et puis N'hésitez toi pas, aussi on est là évidemment pour méga, hein, apprendre. Posez toutes les quand tu questions veux. que vous avez en lien avec plus ou moins le sujet, s'il vous plaît. Et non, Phébus n'est pas célibataire. Tu peux écrire une définition. Ouais, est-ce que tu peux écrire une définition d'un algo? D'un aglo, s'il te plaît. Une Comment, définition et un exemple. Pas sûr. comment on étudie, on écoute le stream? On va tout faire. Mais est-ce que tu peux redire peut-être une définition un peu plus formelle d'un Ok. algorithme? Alors pour moi, un algorithme, alors justement, j'aurais pas une définition mathématique hyper formelle, hyper carrée, Non, mais mais pas du forcément coup, mathématique, mais euh, peut-être plus pour moi, l'algorithme pour les nuls. ouais. Alors un algorithme, c'est. Je vais essayer d'écrire grand parce qu'on m'a fait la remarque que c'était pas écrit très grand. Hein. Lille, il dit décomposition d'une tâche complexe en plusieurs tâches simples. C'est ça. Et Violette dit une tâche compliquée, une tâche simple, truc machin. Ouais, j'arrive pas à parler pendant que j'écris. C'est pas Déjà grave, que j'écris pas bien. je te lis si tu veux. Alors, je vous fais la lecture. Algorithme écale, avec un K. Décomposition d'une tâche complexe en tâches simples. Monsieur, beau, vous hein. écrivez trop vite, j'arrive pas à recopier. Et encore, j'ai pas l'habitude d'écrire au tableau. Donc voilà, moi c'est ça que j'utiliserai comme définition pour ce soir d'algorithme. Après, il y a différentes définitions. Je pourrais faire genre j'ai préparé et puis avoir des citations classes de gens connus, mais non. Mais non. Parce Mais qu'on oui, n'est pas du comme ça. coup. Non, et puis voilà. Souvent j'ai trouvé un peu insatisfaisant. Oui, je relirai le texte pour la rediff. Tu as raison, Violette. Avec un Ah ordre, oui, c'est vrai. est-ce que y a Lille qui pose une question avec un ordre d'exécution des tâches qui tient compte d'une logique propre à la tâche complexe pour d'interrogation? Alors, effectivement, c'est vrai que pour moi c'est assez implicite, mais dans l'idée de décomposition, pour moi il y a une notion d'ordre. Les tâches simples auront un ordre qui est défini ou pas. Mais c'est vrai que. Et même ça, en fait, c'est un peu des choses qui sont même pas nécessaires. Parce que par exemple, merci pour la citation de Shakespeare. Euh, On lira après. Si c'est ouais, la question de parce, l'ordre entre deux. ouais, parce qu'en fait, du coup, typiquement, il y a toute une famille d'algorithmes qui sont les algorithmes en fait qui vont tourner sur les ordinateurs quantiques où la notion de séquentiel a plus vraiment de sens. Et il y a aussi toutes des familles d'algorithmes où en fait, donc tu as tous les algorithmes concurrents et les algorithmes distribués, qui sont des algorithmes où les choses vont se passer en parallèle. Et en fait, dans ces contextes-là, on ne considère pas forcément qu'il y a un ordre entre les tâches. Et justement, ça fait partie de l'enjeu de garantir qu'on ait des résultats malgré le fait qu'on n'a aucune garantie de l'ordre dans lequel vont se faire les opérations. Donc l'ordre dans les opérations n'est pas nécessaire. Souvent, mais pas forcément. Du coup, question de Alors, est-ce qu'on l'ordre. pourrait rajouter que ces tâches doivent être exécutées dans un temps précis? Bah, c'est la même.
Ouais, voilà. Donc, pas Donc forcément. Léo, Ça- un algorithme, c'est une décomposition d'une tâche complexe en une suite d'une tâche simple. C'est Shakespeare. Il est Évidemment. écrit comme ça en français dans le texte. Oui, Je me souviens. c'est ça. Donc, si jamais ça vous éclate pour le fun, algorithme, le mot algorithme vient d'un savant arabe de il y a très longtemps. Donc, le mot pouvait exister à l'époque de Shakespeare, c'est pas impossible. Mais je pense pas. Oui, le fun. Voilà. On aime le fun ici. Oui, on aime tous le fun ici. Très bien. Maintenant qu'on a une définition donc de ce que sont les algorithmes, quelle est donc la suite de ton cours, professeur Phébus? Alors, la suite de mon cours, c'est de voir comment on va étudier les algorithmes. Donc, je sais pas si vous avez deux idées. Là, je pense qu'on va pas faire aussi long que le précédent parce que là, j'ai des points un peu plus précis à aborder. Comment on étudie les algorithmes d'après vous? Je laisse le chat générer des questions et des idées. Dites-nous tout. Comment est-ce qu'on étudie? Comme ça, en plus, ça me fait une pause et je respire. Exactement. Merci, monsieur Léo. Al-Khawarizmi, c'est le gars qui a donné son nom. Très bien. Merci. Exactement. D'étudier avec les yeux, c'est vrai que ça peut aider. Avec les yeux, oui. Bah, zut, j'ai loupé la question. La question, c'est comment est-ce qu'on étudie les algorithmes? En vérifiant la vitesse. C'est une technique. Non, en fait, ça m'arrange. C'est vrai que si vous donnez tous les points pour moi, après, moi, j'ai plus qu'à les valider, hein, au fond. En regardant s'ils sont Regardons s'ils sont jolis. jolis. En En fait, je vais ouvrant un noter que ce qui est livre. juste. En regardant sur ChatGPT. J'ai des étudiants qui ont essayé de faire ça, c'est mal fini si jamais. Avec les chiffres. Avec les chiffres, ouais. Ok, Effectivement. ok. Bon. Alors, Comment étudie-t-on En fait- donc des algorithmes? donc, du coup, il y a différentes manières d'étudier les algorithmes. J'espère que je coupe personne en train d'écrire, mais au pire, on validera après. Donc, en général, Ah, attends. En regardant s'il fonctionne, en testant avec un ensemble de données contrôlées si le résultat obtenu est égal au résultat attendu. Selon la DGEO, c'est un enchaînement ordonné d'instructions qui permet de résoudre un problème, d'exécuter une tâche sans place pour l'interprétation personnelle. Je ne sais pas ce que c'est la DGEO. Selon cet organisme, que nous ne connaissons pas. alors, de nouveau, le notion ordonnée, c'est pour ça que je prends pas les définitions. Enfin, c'est que justement, je sais qu'il y a plein de définitions qui existent, qui sont données par plein de gens. Justement, le côté ordonné est pas tout à fait juste. Attention, il y a une pub. C'est le moment de Ouais, d'écrire des trucs. Pendant 20 secondes. Direction générale de l'enseignement obligatoire. En laissant place à la danse interprétative. Quoi? Attends, j'ai loupé des trucs encore. Mais du coup, en testant avec un ensemble de données contrôlées si le résultat obtenu est égal au résultat attendu. C'est pas mal ça. Ça a l'air d'être une méthode c'est pas mal. scientifique dégénérée, grossier, extrémiste, ordinaire. Ok. On va partir là-dessus. Je Pas pense que très c'est gentil ça, pour ouais. ces pauvres gars. Je pense que c'est ça. Non, chaton, mais c'est des mangues. C'est des mangues. Chaton, bonjour. Ce n'est pas de la nourriture pour chaton, c'est de la nourriture pour être humain. Regardez tous, voici un chat. Bonjour le chat. Bonjour le petit chat. Voilà, c'est le moment affection pendant qu'il y a la pub. Voilà. C'est bon, tu peux continuer. Je peux continuer, c'est bon. Je couperai ça au montage audio. Ok. Alors, Algo, c'est un chat avec des câlins. Oui. un chat implique câlin. Ouais, il se marche. Hein. Alors, du coup, par rapport à la proposition de Lille, en testant un ensemble de données contrôlées, si le résultat obtenu est égal au test, au résultat attendu, alors ça, c'est plus une méthode pour faire des tests que pour évaluer un algorithme. Mais ça reste quelque chose d'intéressant parce que ça permet effectivement de valider un résultat. Parce que du coup, en fait, comme on définit un algorithme, il y a... Hey, bonjour Glorung. Bonjour. Tu vas bien? C'est le patron de Violette. Ah, bonjour. Mais merci, bienvenue. On est en train de définir comment on étudie des algorithmes. Voilà, je te mets à niveau. J'espère que tu vas bien. Oui.
Je te Donc, en relaisse fait, la parole. Merci. Très bien. Alors, donc en fait, il y a différentes métriques qu'on va utiliser quand on étudie les algorithmes. Et en fait, ce qu'on va essayer de faire toujours, c'est qu'on va essayer de démontrer que ces propriétés sont respectées. Donc la vitesse, effectivement, d'exécution, ça c'est un élément qu'on va beaucoup regarder et qui sera très souvent assez déterminant. Un autre élément que vous n'avez pas proposé, c'est aussi la place que ça prend en mémoire. Parce que la plupart du temps, les algorithmes, ça sert quand même effectivement sur les ordinateurs, hein, on va pas se mentir. Bah non, t'as dit que ça servait à Superman. On a vu que Superman l'utilisait pas bien, c'est autre chose. Ah oui. Et un autre élément, c'est effectivement à quel point le résultat sera bon ou pas. Ça, c'est un autre élément qui est intéressant, c'est que pour rebondir un peu sur ce qu'il disait, c'est que les algorithmes, il y a en fait beaucoup de genres d'algorithmes différents qui vont être adaptés à plein de problèmes différents. Et en fait, c'est donc deux notions qui sont assez différentes et mais en même temps assez complémentaires. C'est que les algorithmes, on peut utiliser donc plein d'algorithmes différents pour résoudre le même problème. Typiquement, le problème, si on reprend l'exemple du tri, on a une liste qui est pas triée, on veut une liste triée, on a plein d'algorithmes de tri différents qui existent. Est-ce qu'il y a Elimis qui pose la question d'est-ce qu'il y a une question de performance? Tu parles de mémoire, mais est-ce qu'une performance doit faire partie ou non de la définition d'un algorithme? Alors justement, la question de la performance, c'est il y a plein de critères de performance. C'est un peu ça mon point. C'est que il y a des performances en termes de temps, il y a des performances en termes de mémoire et des performances en termes de résultats, qui sont, on va dire, les trois éléments principaux qu'on va étudier. Parce que Il manque un la E à qualité mémoire. Ah oui, pardon. Excusez-moi. Hein. Je ne suis plus francophone. Moi. Du coup, dans certains types d'algorithmes, on peut pas résoudre de manière, pour trouver la meilleure solution possible dans un temps raisonnable. Ça, c'est un fait, c'est des choses qui ont été étudiées. Si ça vous intéresse de nouveau, je pourrais élaborer plus tard. Et du coup, en fait, on va devoir sacrifier d'autres métriques. Typiquement, on va devoir potentiellement prendre énormément de place en mémoire, ou alors on va devoir réduire beaucoup la vitesse. Ou on va devoir sacrifier la qualité du résultat pour gagner beaucoup en vitesse. Donc en fait, justement, le résultat, c'est quelque chose qu'on peut sacrifier de la précision pour gagner sur d'autres points. Donc en fait, ce sera toujours un peu un équilibre entre ces différentes métriques-là qu'on va calculer. Donc c'est pour ça que vraiment la notion de performance, c'est à tout l'enjeu, mais c'est pour ça qu'il faut vraiment définir qu'est-ce qu'on attend par performance dans ce contexte-là. Noni. Alors attends, je remonte juste un peu parce que du coup on a loupé une partie. Alors il y a Clorune qui dit la DGE, qu'on ne savait pas ce que c'est, tient cette définition de l'initiative Etunum, dans laquelle on a quand même pas mal vulgarisé pour les enseignants. Très bien. Et qui pose la question de ce que sont les punch-ups. Les punch-ups, ça te permet d'obtenir des récompenses un peu marrantes. Est-ce que vous avez des questions pour Phébus jusqu'ici en lien avec ces questions de performance en termes de vitesse, résultat et de place en mémoire? Nani? Noni, c'est du finnois. Ah, ça c'est Bob le hibou. Ils ont trouvé les punch-ups. Alors, on se demande si un algo arrive vite à un résultat. Alors, attends, il y a plein de questions différentes. Est-ce qu'un algo arrive vite à un résultat? Un algo arrive en peu de place en mémoire à un résultat. Un algo arrive au résultat juste ou à un résultat approximatif. Et quand on perd sur le dernier, c'est parce que c'est trop cher, soit en temps, soit en place en mémoire. J'imagine, Pinty, que tu voulais dire que... tu disais, Phébus, que c'était un équilibre entre tout. Donc, en fait, quand tu perds d'un, est-ce que tu augmentes des autres ou est-ce que tu restes quand même sur une limite? Comment est-ce que ça se passe, en fait, l'équilibre entre ces trois métriques? Je pense que c'était un peu un résumé de ce que je disais, et je pense que c'est assez ça. C'est pas les questions, c'est des retours à la ligne qui sont pas passés. Ah, très bien. D'accord. Très bien. Ok. Alors donc l'idée c'est effectivement un peu les différents points qu'on va voir. Ouais, c'est ça. Et oui, je voulais juste rajouter un truc, mais j'ai oublié. Ah oui, c'est que ça aussi dépend des problèmes, parce qu'en fait il y a des problèmes où on n'a pas tellement de soucis. Typiquement, de nouveau aussi, je reprends le même exemple toujours parce que c'est vraiment un exemple assez classique. Si on veut trier une liste, on a des algorithmes efficaces qui prennent pas de place en mémoire et qui permettent de le faire assez vite. Donc voilà. Efficace, tu veux dire en termes de résultats? En termes de temps, pardon. Ok.
C'est vrai que par défaut efficace, je parle surtout de temps parce que c'est vrai que c'est la métrique qu'on regarde le plus. Mais c'est vrai que comme je t'expliquais, c'est pas le cas. Enfin, c'est pas forcément le cas. Voilà. Mais effectivement, ouais. Après, ça arrive aussi, je crois même pour des algos de tri, qu'on sacrifie quand même la qualité du résultat pour améliorer la vitesse. Mais là, en fait, ce qu'on va aussi faire, c'est peut-être qu'on va simplifier le problème. Donc si on repart sur la notion de problème, donc un problème doit toujours être bien défini avec des entrées qui sont spécifiques et un résultat, voire des garanties, enfin qui doit avoir des propriétés spécifiques garanties. C'est quoi des Et donc c'est à entrées? ça. Et Lille demande pourquoi le temps est la métrique la plus observée. Parce que le comment? Parce qu'en fait, de nouveau, souvent c'est utilisé dans des systèmes informatiques. Et aujourd'hui, ce qu'on cherche souvent, c'est avoir des systèmes qui soient les plus capables de répondre vite. Donc, en fait, très souvent, en fait, ce sera ça qui sera le plus limitant dans nos systèmes actuels. Ça coûte pas très cher d'avoir beaucoup de place en mémoire. Ça coûte beaucoup plus ça coûte beaucoup plus cher d'avoir la puissance de calcul. Le Je pense capitalisme. que c'est basiquement ça. Ouais, je pense basiquement c'est ça. Et en plus, il y a des problèmes. En fait, ça, je vous expliquerai un petit peu après, je pense, mais les notions de complexité, où en fait, ça peut croître de manière exponentielle. Donc, en fait, très vite, on ne peut plus avoir de résultats avant la mort thermique de l'univers, ce qui est gênant. Ah voilà quoi? Donc, T'as parlé trop vite pour que je comprenne. pardon. La mort thermique de l'univers. C'est quoi la mort thermique de l'univers? C'est le moment où il y aura plus assez d'énergie dans l'univers parce qu'il sera trop étendu. En gros, des centaines de millions de milliards d'années. Ok. Pintic dit entre autres parce que le temps est la seule unité qu'on ne peut pas agrandir. Ouais, il y a ça. Ok. Entropy Power. Très bien. C'est ça. Ça, c'est vrai que ça fait un super groupe de métal. J'avoue. Ok. Et du coup, quel est ton prochain point? Alors mon prochain point c'est ah oui, je voulais juste encore amener la notion de problème parce que du coup ici la notion des problèmes bien définis. Donc tu me demandais ce qu'était une entrée pour un problème. Parce que je commençais à parler de la notion de problème parce que donc quand on applique un algorithme, il s'applique à un problème spécifique. Donc un problème doit être bien défini avec donc des entrées spécifiques et un résultat spécifique. Donc les entrées, ça va complètement dépendre du problème. Si je reprends un exemple, par exemple, de nouveau si je reprends le tri, parce que comme ça on reste sur une ligne directrice, hein, l'entrée de l'algorithme, ce sera, on sait qu'on a un tableau pas trié. Mais ça peut être quelque chose de plus spécifique, ça peut être, on sait qu'on a un tableau avec que des nombres positifs pas triés. Ou ça peut être, on sait qu'on a un tableau avec des nombres entiers pas triés. Et en fait, ça, c'est des problèmes qui sont légèrement différents. Et typiquement, trier un tableau avec n'importe quel genre de nombre, c'est un problème qui est un petit peu plus difficile que de trier un tableau avec que des nombres entiers. Merci pour le follow. Pardon. Et je t'en prie, c'est ta chaîne, c'est normal. Et du coup, typiquement, là, dans cet exemple-là, que je ne prends pas tout à fait au hasard, on a des algorithmes qui sont plus efficaces en termes de temps, de place que ça prend, etc. Si on simplifie le problème, typiquement, si on prend que des nombres entiers au lieu de prendre n'importe quel genre de nombre. Et du coup, une autre, dans les différentes choses qu'on peut faire pour améliorer les performances, même typiquement en temps, ça peut être de sacrifier une partie du problème, de simplifier le problème pour de nouveau gagner du temps. Généralement, ce sera ça le combat, toujours. Il y a Léo qui demande est-ce qu'il y a des algorithmes qui sont meilleurs dans certains scénarios d'un même problème? Oui, tout à fait. Typiquement, de nouveau, si on reste avec les algorithmes de tri, après je vais prendre un autre exemple aussi pour varier un peu, et parce que je le trouve rigolo, mais les algorithmes de tri, il y a un algorithme de tri qui lui sert, en gros il y a une complexité qui est nulle sur certains tableaux, donc sur certaines manières dont les tableaux seront agencés, mais qui sera très très grande sinon. En plus, tu le connais, c'est genre pour ceux que ça intéresse, c'est le bubble sort, donc le tri à bulles. En gros, alors si vous voulez, je peux vous l'expliquer en 2 mots. Je sais pas si c'est intéressant ou pas. Et si tu nous l'expliques pas, de toute façon, ça le sera pas. Logiquement. Mais en gros, ouais, alors l'idée de cet algorithme, c'est on a un tableau avec les différents éléments qui sont dedans.
Donc on a 1, 2, 3, 12 ennemis. Et en fait, l'idée, ce qu'on va faire à chaque fois, alors, c'est qu'on va regarder les éléments 2 par 2 et on regarde s'ils sont déjà triés dans le bon sens. Donc si lui, il est plus petit que lui, on dit c'est bon, on fait rien. Si c'est pas le cas, on les inverse. Et en fait, on fait ça tous les éléments 2 par 2. Donc là, c'est bon, on va rien faire. Donc là, c'est pas bon. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va inverser les 2 éléments, etc. On le fait. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va répéter ça tant qu'on a fait au moins une modification. Du coup, ça fait que si on fait ça, tant qu'on fait au moins une modification, en fait, on voit sans trop de soucis que le plus grand élément, bah, il va forcément arriver au bout. Non, en plus, ils sont juste mes éléments. Je n'importe quoi. On voit que le plus grand élément, il va arriver facilement au bout, mais que le plus petit va pas forcément arriver du premier coup à l'autre bout. Donc voilà, donc en fait, ça permet de trier comme ça les éléments. Ça, c'est un algorithme qui est assez simple pour trier et qui fonctionne. Et bah celui-là, on voit que si le tableau il est déjà quasiment trié, bah en fait on aura besoin de passer qu'une seule fois dans le tableau pour le finir. Donc là, bah il sera directement, il sera directement trié en très peu d'étapes. Alors que s'il est tout pile à l'inverse, donc si on a si on a donc un élément qui est bah, comme celui que je viens de montrer, il va être très vite trié. Alors que si on a un tableau qui est tout pile l'inverse avec 12, 3, 2, 1, bah là on voit qu'il va nous falloir beaucoup plus de tours pour le trier. Parce que donc forcément le principe de l'algorithme, c'est qu'en fait on ne sait pas à l'avance quel sera l'état du problème. Tout ce qu'on peut garantir, c'est que on aura des, enfin tout ce qu'on sait sur les entrées, c'est la forme que ça aura. On peut pas avoir de contraintes sur les valeurs qu'elles auront, ni sur l'ordre, ni sur tout ça. Donc c'est un peu tout ça qui fait l'intérêt, c'est d'avoir une solution qui du coup est générale et applicable en tout temps. C'est un concept un peu plus compliqué. Alors attends. Il y a une question de Violette, mais du coup, quid des algorithmes NP et NP complet? Je sais pas ce que c'est NP, mais... Ouais, c'est justement ça, c'est à ça que Léo disait de reposer la question vers la fin, parce que ça c'est un peu plus complet et un peu plus compliqué. Donc c'est vrai que ça, volontiers, j'en reparle avec grand plaisir un peu plus tard, une fois que j'ai introduit les complexités. Elle dit, je sais pas ce que c'est, c'était juste une farce. Je sais pas ce que c'est non plus. Je te soutiens. Attends, il me semble qu'il y avait... Est-ce qu'il y avait d'autres questions avant qu'on a raté? Alors... Non, je crois pas. Je ne crois pas. Si jamais reposez votre question, si jamais on a loupé votre question, n'hésitez pas à la remettre dans le chat, on fera attention, cette fois. À défaut de la précédente. Ok, alors, du coup, voilà. Ah oui, du coup, donc, faut des problèmes qui soient bien clairs sur ce qu'on veut faire, ce qu'on veut garantir en entrée et en sortie. Un autre exemple aussi qui peut être intéressant pour réfléchir à ça, c'est typiquement sur comment est-ce qu'on fait pour sortir d'un labyrinthe. Alors, attends, Ça, c'est un problème qui est assez connu. Il y a une question. Si j'ai compris de l'algo, l'idée c'est de faire des groupes de données pour éviter les étapes de comparaison trop coûteuses en temps. Cet algorithme-là? J'imagine. Alors cet algorithme-là, non. Non, celui-là pas forcément. Celui-là, celui-là, l'idée c'est plus qu'en fait on veut garantir que 2 à 2 les éléments sont justes. Et du coup, l'idée ça va être de faire remonter les éléments. Les plus grands éléments, toutes d'un côté du tableau, les plus petits, du coup, vont forcément s'accumuler de l'autre côté. Donc en fait, l'idée de cet algorithme, c'est plus vraiment ça. Donc l'idée, c'est vraiment comme il y a des bulles qui remontent à la surface de quelque chose, et en fait, elles vont remonter une à une, plus grande, d'abord. Bon, c'est un peu ça l'idée, en fait. Question très intéressante de l'or. Du coup, quel est le meilleur algo? D'avoir le lait ou les cornflakes? Alors en fait, ceci n'est pas un algorithme. L'algorithme serait de définir justement comment on va mettre ça dans le bol. Et en fait, selon l'algorithme qu'on va choisir, il va donner une réponse ou une autre. Réponse qui va dépendre de la fonction de coût qu'on va chercher à maximiser. Merci d'avoir suivi. Attention, hein, à la fin, je fais une interrogation. Ouais, à la fin, il y a un quiz. Hein. J'espère que vous avez bien noté et que vous êtes motivés. Hein. Allez, continuons. C'est en train de stresser dans le chat.
Anonyme, le quiz, non, jamais. J'ai préparé un quiz Non. pas du tout anonyme, No- en no- 50 no- no- questions. et notez, hein, Et s'il vous plaît. évidemment. 50 questions en 25 minutes. Mon Dieu. Voilà. Ah oui, du coup, un autre problème que je trouvais un peu rigolo et du coup intéressant à présenter, c'est un algorithme qu'on voudrait utiliser pour sortir d'un labyrinthe. Donc là, c'est en se plaçant, du coup, il faut toujours bien définir les entrées du problème. Donc là, c'est imaginons qu'on est un robot, un humain, peu importe, dans un labyrinthe et qu'on veut en sortir. Comment est-ce qu'on peut faire? Donc ce qu'on a comme entrée, ça va être un algorithme qui sera itératif, donc c'est-à-dire qu'à chaque fois, on va avoir une mise à jour. Et en fait, ce qu'on va voir à chaque étape, c'est ce qu'il y a autour de nous. On voit ce qu'il y a autour de nous. Il y a quelqu'un qui a l'air de savoir ce qu'il dit dans le chat. Hein. De l'exploration de graphes. Il y a quelqu'un qui suit. Alors ça, c'est pas tout à fait de l'exploration de graphe en l'occurrence. Enfin, ça peut être selon comment tu fais ton exploration de graphe. C'est vrai, ça peut. Mais généralement, le graphe, tu peux le voir de l'extérieur, donc tu peux faire des analyses plus globales. Justement, typiquement en parlant de théorie spectrale des graphes, des choses comme ça. Mais bon, ça, c'est des topics un peu plus avancés. On va dire. Donc, est-ce que vous avez une idée de qu'est-ce qu'on pourrait faire pour sortir d'un labyrinthe? Il y a souvent des gens qui ont une réponse parce qu'ils ont déjà vu ça quelque part. Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Il faut sortir du labyrinthe, trouver son chemin. Voilà. C'est ça. Et comment on fait? Tout ce qu'on voit, c'est ce qui est autour de nous. La technique, Tout c'est ce qu'on toujours voit, c'est aller, les murs autour de du nous même et tout ça. côté. Alors voilà, ça typiquement, effectivement, ça, c'est un peu ce que j'attendais comme réponse. Merci. Tenir le mur à droite avec la main. Exactement. Alors donc ça, c'est justement donc l'algorithme que beaucoup de gens connaissent. Et en fait, ça, c'est un algorithme qui semble fonctionner. Parce que si on dessine un labyrinthe un peu au hasard, que je vais beaucoup avoir de la peine à faire évidemment parce que c'est pas évident de dessiner un labyrinthe comme ça sorti de nulle part. Et on va probablement finir par réussir à trouver une sortie. Donc c'est pas forcément le plus efficace, mais c'est vrai que ça peut fonctionner. Mais en fait, je vais juste vous montrer un cas après où cet algorithme me pose un petit peu un problème. Parce que sinon ce serait pas drôle s'il n'y avait pas de problème. Si on connaît le plan, on peut sortir rapidement. C'est vrai. C'est pour ça que j'ai bien précisé qu'on ne connaissait pas le plan. Techniquement. Avec un fil d'Ariane aussi. Ouais. Ah, pub. Putain, elles sont chiantes ces pubs. Ah bah super. Boycott les pubs. Techniquement, on a besoin que de voir devant soi. On avance et si on trouve un mur, on tourne vers la droite ou la gauche avec comme prérequis que la case où on va n'est pas une case sur laquelle on est déjà allé. Apprendre à voler, tourner à gauche, regarder les championnats de Micro Mouse pour voir les meilleurs algos pour sortir d'un labyrinthe. J'aime bien cette version. Bonjour Aurélien, j'espère que tu vas bien. Bienvenue sur l'explication de ce que sont les algorithmes et de comment sortir d'un labyrinthe. C'est celui qui est presque certain de donner un résultat positif, mais qui demande beaucoup de temps et de mémoire. Et il a une pub Oreo. Bonsoir mamie, j'espère que tu vas bien. Cœur sur toi mamie, regarde, il y a ton logo là. Il y a ton logo qui fait coucou avec des petits cœurs. Pardon, je me suis laissée emporter comme d'habitude. C'était même pas une blague. D'accord, ça avait l'air, vu la discussion. C'est chouette. J'espère que tu vas bien. Coucou Aurélien, merci d'être là. Et pardon pour la fanfic sur Discord. Oui, il y a une super fanfic sur Discord si jamais des gens sont intéressés. Ah oui, c'est vrai. Ah oui, bonsoir mamie. Voilà, normalement c'est bon, tu peux continuer. Ok, top. Alors du coup, dans l'exemple du labyrinthe, donc si on suit un mur, donc si par exemple on commence ici et qu'on veut suivre le mur, on voit que effectivement on va suivre le labyrinthe, on va suivre le mur, on va suivre comme ça, et puis on va finir un jour par tomber sur un truc. Donc on voit que le chemin qu'on a suivi est pas forcément le plus efficace. Ça c'est si on suit le mur de droite. Si on suit le mur de gauche, c'est plus efficace. Mais du coup, ça fonctionne. Mais en fait, maintenant, le souci, c'est qu'est-ce qui se passe si on se situe dans un labyrinthe où en fait on est un autre cas. Donc je vais juste redessiner ça, pardon.
Tchouk. Si on est dans un labyrinthe qui est quasiment comme avant. Je me souviens plus comment je l'ai fait, alors bon, on va faire un équivalent. Mais il est comme ça. Et là, il n'y a pas de mur. Hulk qui sort facile de ce labyrinthe. Oh mais Superman Ça, aussi, hein, franchement. Je sais pas, s'il est tout seul, Hulk, il a aucune raison de vouloir sortir. Au contraire, il veut être tout seul. Pour qu'on le laisse tranquille. Là, on tourne un peu en boucle du coup. Exactement. C'est un peu ça le problème. Et du coup, par rapport, il y a eu une autre proposition de je sais plus qui disait on avance jusqu'à avoir un mur, et ensuite on décide de tourner soit à gauche, soit à droite. Bah là, effectivement, on est bloqué si on se retrouve face à un cul-de-sac. Donc voilà, donc en fait, c'est là qu'on se rend compte que déjà, c'est pas si évident que ça de faire des labyrinthes. Ensuite, faire de la robotique, c'est pas facile parce que bah, c'est exactement des problèmes qu'on doit résoudre en robotique. Si mais là, le problème que je vous ai donné, c'est un problème qui est pas tout à fait résolu dans un cas général. Mais par contre, on peut effectivement garantir qu'on peut sortir si on n'a pas des labyrinthes, si on n'a pas de, donc ça, on appelle ça des îlots. Donc si on est sur un labyrinthe où il n'y a pas d'îlot, on sait qu'on pourra sortir. Et après, il y a aussi l'histoire que on peut, bon, après il y a des problèmes techniques qui peuvent se poser. Typiquement, bah, si on fait de la robotique, donc typiquement dans ces cas où on a besoin de navigation à vue, bah, on aura une question de place limitée. Et en fait, là, le problème, ce serait effectivement donc une solution, c'est donc continuer à suivre cet algorithme-là, sauf de pouvoir être capable de reconnaître quand on revient sur nos pas, et à ce moment-là, de prendre une autre décision. Et du coup, pour faire ça, bah, il faut être capable de détecter les boucles. En fait, être capable de détecter les boucles à vue, c'est un problème qui est vraiment compliqué. Enfin, pas l'air, mais voilà. Donc, si jamais ça vous intéresse. C'est intéressant de savoir comment sortir d'un labyrinthe. Wisebot, c'est un bot. C'est un bot. C'est un robot qui utilise peut-être un algorithme, probablement. Vraisemblablement. Tout ce qui est programmé utilise nécessairement un algorithme d'après la définition qu'on a donnée. Après nous, c'est pas forcément intéressant, mais... Donc voilà. Alors après, je vais encore aborder un peu les notions de complexité. Donc bon, ça j'ai déjà un petit peu j'ai déjà un petit peu discuté, mais parler un petit peu plus des différentes complexités qui existent. Donc les complexités, ça c'est donc comme je disais, la manière dont on va évaluer. Ça c'est donc ce qu'on va utiliser comme métrique pour évaluer l'efficacité à la fois en temps et en espace. Et en fait, c'est une notation que vous verrez régulièrement. Donc, c'est soit avec un grand O et ensuite une fonction qui dépend du problème, soit avec un θ et une fonction. Ça, c'est le plus rigoureux, on va dire. Soit une autre manière de faire qui est avec un oméga et une fonction. Si jamais ça, c'est des choses que si vous vous intéressez un peu à l'algorithmie, vous pouvez voir de temps en temps, mais vous verrez pas forcément très souvent. C'est plutôt quand c'est pas des très bons algorithmes qu'on a ça. Voilà. Est-ce Après, que vous avez des questions dans le chat? N'hésitez pas, hein, si jamais. Ah, on voit pas ce qu'il était, tu as trop mis à gauche, si jamais. Phébus. Ah, pardon. Bon, il y a que des lettres grecques, donc on s'en fout, mais... C'est littéralement effectivement entre les grecs que je vais pouvoir redessiner un peu plus à droite. Pardon, excusez-moi, j'ai de la peine avec la droite. Grand O d'une fonction, il y a un θ d'une Comment il se fonction. la pète, professeur Phébus? Il écrit en Bah grec attends, et tout. bah ouais, je suis professeur, faut bien que j'écrive du grec, sinon je suis pas un vrai professeur, non? J'en fais des cauchemars juste de revoir ces notations. Tu fais faire des cauchemars à des gens dans le chat, c'est pas très cool. Navré. En même temps, je suis... Mais... J'ai des critiques à faire là-dessus, même. C'était exactement ma blague, merci de la relever. Alors... Ouais, donc il y a différents types de complexités qui peuvent exister. Donc il y a toutes les complexités qu'on va appeler polynomiales. Donc là, je rentre dans des trucs qui sont un peu plus techniques.
hésite vraiment pas à m'arrêter, mes gars, s'il y a des questions je dans pense le que chat aussi. t'es bon pour tout expliquer parce que il y a des gens comme moi qui, à part savoir que c'est des lettres grecques, ne comprennent pas grand-chose. Alors jusque-là c'est normal, hein, justement c'est là où je vais les expliquer. Donc c'est pas forcément enfin bref, le plus intéressant c'est ces deux-là, et en gros ces deux-là veulent dire à peu près la même chose. C'est juste pour que vous soyez pas trop étonnés si vous voyez une notation ou l'autre. Pas tout à fait vrai que ça vaut la même chose, mais c'est assez proche. Il faut que tu Généralement décales pour un ce qui nous tout intéresse. petit peu ton micro parce que tu souffles un peu dedans. S'il te J'ai plaît. un petit peu décalé. Je décale où? Un peu D'accord, plus loin. j'essaye, vous me Merci. dites. Mégamombas, ton nom de déesse grecque, c'est Omégamombas. Exactement. Je valide. Je valide grandement aussi, merci. Phébus, c'est pas le mec qui est amoureux d'Esmeralda. Alors, c'est plutôt C'est le pas très loin, franchement. connard. C'est plutôt le connard qui se croit amoureux, puis ensuite qui se croit ensorcelé, puis qui finit par l'acheter à la fin et l'emprisonner. Voire l'exécuter, peut-être, je sais plus. Mais oui. Ouais, ça c'est pour les vrais qu'on lu le livre, hein, ceux qui ont juste vu le Disney, ouais. Ou la comédie musicale. Alors non, ça c'est Frollo. Ah oui, c'est ça. Ce soir, on fait littérature et algorithme en fait. Super nom. On savait que t'étais une crème. Une crème, quoi. Certes, bref. Donc ce sont des trucs Ok. polynomiaux. Ça, alors, le truc c'est qu'en fait ils peuvent avoir différentes formes. Donc les fonctions c'est soit on va distinguer trois cas principaux. Donc le cas où ce sont des logarithmes, le cas où ce sont des polynômes que je vais juste représenter par un p pour l'instant, et le cas où c'est des exponentielles Alors, d'une base. je suis désolée, mais il faut que Et t'expliques. oui justement, ça vient, vous en faites pas. Donc ça c'est tout des fonctions mathématiques qui en fait vont se comporter différemment en fonction de la valeur qu'on va leur donner. Et c'est ça qui nous intéresse, c'est la forme de la courbe quand la valeur qu'on va leur donner sera très grande. Que la valeur que ça prend en paramètre, c'est la taille de l'entrée. C'est là où c'est important de savoir ce qu'on prend en entrée dans le problème. C'est justement pour savoir comment ça va évoluer si on commence à avoir une très très grosse quantité de données à traiter. Parce que quand je donnais l'exemple tout à l'heure des algorithmes de tri, si on doit trier 5 éléments, en fait c'est pas très important de savoir quelle est la complexité de l'algorithme qu'on utilise et de savoir à quel point il est efficace ou pas temporellement, parce que 5 éléments, il va de toute façon se faire vite pour nous, les pauvres êtres humains qui allons utiliser cet algorithme derrière. Mais si on commence à avoir des milliards de milliards d'éléments, comme en fait c'est le cas dans les bases de données et puis dans tout ce qui est genre big data, en fait là ça commence à devenir assez important de savoir comment évolue la fonction avec le temps. Donc les fonctions logarithmiques, en gros, c'est donc on va juste appliquer la fonction logarithme sur la valeur et la fonction logarithme. Donc ça, je vais vous faire des rappels de vos cours. Donc je sais pas à quel point la notion de puissance, vous voyez ce que c'est. Donc quand on met un nombre à une puissance, donc si on met 2 à la puissance 8, ça veut dire que on fait justement tout pile l'inverse. C'est que on va faire, c'est qu'on va faire 2 fois 2 fois 2 fois 2, tout ça 8 fois. 8 fois. C'est ça. Et du coup, ça c'est 2 à la puissance 8. Ok. Et du coup, si on fait le log de 2 à la puissance 8, alors le log en base 2, ça c'est un détail, ça c'est égal à 8. Donc c'est la puissance à laquelle il faut mettre la base. Donc je vais mettre des couleurs, ce sera plus clair. C'est pas clair du tout. Il y avait une Ouais, explication qui était, justement. je pense, plus claire parce que on n'est pas du tout des matheux, ou en tout cas moi je le suis pas. De la part de Léo, c'est le K1, ça va très vite. Le K2, c'est bof, et le K3, on oublie. Alors, le K2 c'est le plus standard en fait.
Mais le K2 va dépendre en fait des cas, mais bref. Mais Mamie, elle l'idée en transpire en gros, c'est d'avoir ça. littéraire. Moi aussi, mamie, t'inquiète. Moi, je transpire en juriste. Mais non, mais du coup, le logarithme, vraiment, l'idée c'est ça. C'est en gros, on va reprendre ce qui est la puissance. Et la puissance, donc, on voit que c'est quelque chose qui va beaucoup, beaucoup réduire la valeur. Donc, si on prend des valeurs qui vous parlent plus, je sais pas à quel point prendre des valeurs ça vous parle, mais si je prends le log de 1000, en gros, ça vaut 3. On Alors va te que, croire sur parole ouais, parce je que vous assure, tu es notre messie du logarithme ce soir. ce sera ça. Donc ça c'est pour la fonction logarithme, donc ça en fait c'est effectivement ce qui va croître très 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 lentement. Donc ça ce sera quelque chose qui sera presque constant. Donc c'est Transpire, effectivement, enfin non. Transpire, on comme aurait l'a dit... maladie. Ah bah vous êtes venus pour apprendre des trucs, hein, et puis moi j'ai vu, hein, pour apprendre des trucs il faut faire des efforts. Donc je vous fais faire des efforts un peu. Prof de maths en transpi qui veut sauver l'image des maths. Ouais, C'est bon, les on a profs de perdu tout maths le monde là. dans le chat pourraient nous aider. Hein. Il y a Pintic qui a compris. Merci Pintic d'être là. Merci. Voilà, donc ça c'est pour le logarithme. Donc le logarithme c'est effectivement celui qui va croître très 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 lentement. Si je fais une représentation visuelle de la fonction, bah en gros ça croît pas beaucoup. Donc ça c'est ce qu'on veut. Donc ça c'est si on regarde la valeur de la fonction en fonction du nombre d'éléments. Ça c'est clair. Ça c'est visuel. Ok. Justement, j'ai ces différentes représentations, ça comme c'est ça, bien et ça. Catherine parlera plus. C'est des petits Très bien. dessins. Ouais, c'est bon. C'est dans le Ok. cordes. Alors on va faire ça. On va faire des petits dessins pour les autres aussi. Donc ensuite, il y a effectivement ce qu'on va prendre, c'est l'exponentielle. L'exponentielle, en gros, à quoi ça ressemble? Ça. Donc c'est tout pile l'inverse. Il y a Léo qui demande Donc que en fait, ça croît en fonction de quoi? en fonction du nombre d'éléments dans l'entrée. Ça c'est ce que j'avais donné avant. Donc typiquement, de nouveau pour l'algorithme de tri, c'est en fonction de la taille de la taille du tableau qu'on va donner en entrée. Ça pourra pas tellement le faire pour les algorithmes comme la recherche de chemin. Le dos Enfin droit. voilà. Toi aussi. Tout le monde le dos droit. J'ai toujours mon dos très droit. Ouais, Lié c'est au ça, C. ouais. Exponentielle, c'est de la puissance de base, oui, c'est ça. Sauf qu'en fait, donc là, le principe de l'exponentielle, c'est que la valeur qu'on va faire varier, c'est pas la base, mais c'est la valeur en haut de la base, justement. Donc c'est le temps d'exécution en fonction de la taille du problème. Exactement. C'est ça qui se passe, monsieur Léo. Oui, pardon, merci, j'avais pas précisé que c'est la taille, le temps d'exécution. Mais en fait, ça va dépendre, parce que comme je disais, on va utiliser les mêmes métriques pour le temps et pour la taille. Donc en fait, ça pourrait être aussi la taille nécessaire en fonction de la taille du problème. C'est pas... Enfin, ouais, voilà. On utilise les mêmes métriques. C'est ça, 2 puissance x pour le nombre de transistors, ça c'est quand on est l'exponentielle. Et du coup, celui du milieu, il fait quoi? Et du coup, celui du milieu, en fait, il peut avoir plein de formes différentes, mais en gros, il sera effectivement entre deux. Il sera toujours plus grand que ça, toujours plus petit que... Enfin, il sera toujours plus grand que lui, toujours plus petit que lui. Donc après, ça peut être varié, mais généralement, ce sera quelque chose qui va grandir plus ou moins vite en fonction de justement quelle puissance on a. Donc polynôme, ça veut dire que ça peut être soit du n carré, soit du n puissance 3, soit du n tout court, soit du n'importe quoi. Et en fait, ce qui va nous intéresser, c'est d'avoir le n à la puissance le plus bas possible. Donc si on a du n, on est content. Si on a du n carré, bah tant pis. Si on a du n cube, bah si on n'arrive pas à faire mieux, voilà. Donc l'idée, ça va toujours être le plus bas possible dans tous les cas. Et voilà. Donc Lille dit, donc en gros, log de x, c'est peu de différence dans le temps d'exécution. Je sais pas comment on lit ça. En différence, puissance n. Différence grandissante dans le temps d'exécution. C'est ça, et différence qui est débilement plus grande en fait. Il y a mamie qui a compris. Si mamie a compris, c'est bon. On est tous capables de comprendre. Trop bien, chouette.
Je me sens flatté. Du coup, donc l'histoire pour ouais, différencie grandement, mais ce que je voudrais, c'est vous donner même un petit peu plus un instinct de à quel point c'est grand l'exponentiel. C'est qu'en fait, il y a des problèmes, bah, typiquement un problème qui demande des temps, bah, enfin, ouais, des problèmes qui n'ont aujourd'hui pas de solution en un temps raisonnable, donc en un temps polynomial. Polynomial, c'est généralement ce qu'on va effectivement appeler un temps raisonnable, hein, si jamais. Après, ça va dépendre du problème. Bref. Donc, il y a des problèmes qui n'ont pas de solution en un temps raisonnable. Et un des problèmes qui est assez connu, c'est celui qu'on appelle le problème du voyageur de commerce, ou traveling salesman, dans la langue de Shakespeare, vu qu'on a fait une citation avant. J'espère. Ouais. Donc, la définition de ce problème, c'est on a un voyageur de commerce qui veut se balader à travers différentes villes. Et lui, tout ce qu'il veut faire, c'est passer le moins de temps sur les routes que possible. Et il veut passer une seule fois par chaque ville. Il veut pas passer plusieurs fois, il veut pas passer 2 fois par la même ville en gros. Et du coup la question c'est dans quel ordre est-ce qu'il va devoir passer d'une ville à l'autre. Et en fait ce problème là, bah, ça effectivement il y a de la recherche de graphes dedans, pour ceux qui parlaient de graphes plus tôt, hein, ça leur apprendra. Et plus comme ça je reprends c'est un dessin qui est sur la chaîne ça. Non, c'est mon dessin de Discord, mais ils le connaissent pas tous. Venez sur le Discord, comme ça vous verrez que c'est son photo de profil Discord. Mais du coup, en fait, ce problème-là, si on veut le résoudre avec 5 éléments, bah, ce qu'on doit tester. Donc en fait, oui, ce que ça veut dire qu'on n'a pas de bonne solution, c'est-à-dire en gros qu'on est obligé de tester toutes les solutions possibles. Donc toutes celles que j'ai dessinées machinalement en parlant, pour trouver quelle est la meilleure. Parce qu'on n'a pas de moyen de faire mieux que de juste tout tester pour voir ce qui est mieux. On a quelques éléments qui peuvent nous permettre, mais on n'a rien qui nous permette de drastiquement réduire le temps. Donc, si on a un problème avec 5 éléments, on pourra le résoudre en quelques dixièmes de seconde. Et en fait, vu que la complexité est exponentielle, ça grandit donc excessivement vite. Et en fait, ça grandit vite au point où, dès l'instant où on se retrouve avec 10 villes, bah 10 villes, ça nous mettra peut-être déjà une demi-heure à résoudre. Ah, attends, c'est coupure publicitaire à nouveau. D'accord. Il y a quelqu'un qui nous a expliqué ce que c'était une base mathématique. Ça, c'est vraiment pour les matheux dans le chat. Mais voilà, si vous avez envie de savoir ce que c'est une base mathématique, retrouvez le message de Pintic qui explique très bien ce qu'est une base mathématique. Je descends, il y a plein de messages. Comment est-ce qu'on enlève les pubs? Il faut s'abonner. Il faut s'abonner ou il faut mettre un bon ad blocker. Voilà. C'est ça. Sinon, Violette, ce que tu viens de faire, c'est que les gens ils peuvent que mettre des émoticônes dans la salle de discussion, ce qui est un peu embêtant parce que du coup ils peuvent plus poser de questions. Oh no. Donc c'est un peu embêtant, mais du coup vous pouvez tous mettre des émoticônes pour l'instant. Ou vous abonner. Les gens ont l'air heureux. Non, pas trop. Ils sont tous l'air de pleurer. Ah, c'est pas comme ça qu'on est heureux, pardon. Non, je crois pas. En tout cas, ça a pas ton l'air. Ah, non, moi je vois quelqu'un qui a écrit Cat Dance là. Ouais, moi aussi, mais ça parce que si t'as installé le plugin, en fait, tu vois un chat qui fait genre avec des lunettes de soleil comme ça. Voilà. Bon bah écoutez, dansez tous dans le chat en attendant. Voilà, vous pouvez de nouveau parler et on peut reprendre cette discussion. Ah merci pour le sub. Merci Glorung d'avoir abonné Sissimère. C'est super gentil. Merci beaucoup. Tu as abonné quelqu'un d'autre que toi-même.
Félicitations. On parle donc d'un passage de 0,1 point seconde à 1800 secondes. C'est ce que tu disais, Phébus? C'est ça. Tout en ne rajoutant que 5 villes. J'ai payé. Bravo, oui, t'as payé pour quelqu'un d'autre. Donc, ouais. Oui, c'est ça. Et du coup. Pardon. Non, t'inquiète. Et du coup, pour donner une idée de l'ordre de grandeur, c'est que pour chaque ville qu'on va rajouter, ça va doubler le temps. Du coup, là, si on a rajouté 5 villes, on est passé. Bon, en fait, la base, elle est probablement pas à 2, donc ça va faire plus que doubler le temps. Mais en fait, du coup, si on monte encore de 5 villes, donc si on monte à 15 villes, donc avec un schéma qui paraît toujours relativement raisonnable, on en rajoute 2, 3, 4, 5. En fait, dans ce schéma-là, potentiellement, ça met plus long déjà que des milliers d'années pour résoudre ce problème. C'est ça. Mais fait x2 dans le nombre d'entiers, mais fois 18 000 dans la complexité. C'est ça. En l'occurrence, les valeurs que je donne sont potentiellement fausses, mais l'idée reste vraie. Et vraiment, si on est sur de l'exponentiel, c'est vraiment pas abusé de dire que 15 éléments, si on a vraiment très bien codé, ça reste possible. Si si par contre, c'est tout à fait vraisemblable d'imaginer qu'on n'arrivera jamais à la fin de l'exécution. Juste pour 15 valeurs. Oui, t'as payé pour quelqu'un d'autre que toi. Mais je suis sûre qu'il y a quelqu'un de gentil dans ce chat qui voudra bien t'abonner. Il y a Pinty qui dit que les algos en 2 puissance n, c'est la douleur. Oui. En même temps, c'est du coup les problèmes les plus intéressants à traiter. Parce que c'est ceux où on n'a pas de solution exacte et du coup il y a d'autres approches pour les traiter. D'accord. Et comment est-ce que tu procéderais pour le traiter sans passer par ce schéma-là? Alors, du coup, donc en fait, ce qui se passe, c'est que on va de toute façon devoir passer par ce schéma parce que c'est le problème qu'on veut résoudre. Maintenant, le truc, c'est que donc l'algorithme utilisé pour alors l'algorithme Dynamic Programming, c'est une version, il y en a d'autres. Attends. Merci Bill. Merci d'avoir abonné Glorung. C'est si gentil. Il y a un trait de la hype qui est bientôt en train de partir. C'est le moment de vous chauffer. Si vous voulez gagner d'autres emotes. Merci beaucoup, c'est gentil. Pardon, tu peux répondre. Je t'en prie. Alors du coup, tu disais Dynamic Programming, ça c'est une manière de faire, mais il y a plein de manières d'approcher ce genre de problème, parce que justement, vu qu'on n'a pas... Donc la solution, là je disais, qui prend donc un temps exponentiel à résoudre, c'est en fait un cas où on veut la solution optimale. Donc c'est si vraiment on veut être sûr d'avoir la meilleure solution à tout prix. Maintenant, on peut se dire, ok, j'accepte d'avoir pas la meilleure solution, mais en fait pour ça, il y a d'autres algorithmes qui peuvent être utilisés pour trouver des solutions qui soient bonnes quand même. Typiquement, on peut utiliser pour ça des algorithmes d'approximation. Donc il y en a plein de versions différentes, et du coup c'est là où on va devoir utiliser des fonctions de coût dont je parle depuis le début. Et typiquement, une coût qu'on peut utiliser dans ce contexte-là, c'est la distance entre deux villes. Et à partir de ce moment-là, une fonction qui est relativement simple qu'on peut utiliser, c'est simplement de se dire, je vais en fait, à chaque fois, je pars d'une ville aléatoire, et ce que je vais faire, c'est je vais prendre la ville la plus proche, et puis je vais les relier. Et puis maintenant, du coup, de plus proche en plus proche. C'est ça. Et en fait, ça, du coup, on aura une solution qui sera potentiellement pas très bien. Alors ça, typiquement, on n'aurait pas le droit parce qu'il faut faire un seul chemin. Donc en fait, il faut toujours partir soit du début, soit de la fin du chemin pour arriver. Merci beaucoup, Glorung, pour le deuxième sub pour Léo, qui n'était pas abonné.
Même si c'est un modo. Merci beaucoup. Merci, c'est gentil. Et on a une question aussi. Est-ce qu'il existe des algorithmes d'algorithmes auxquels tu pourras répondre après? Attention, Glorung, Ouais. pense au fond de pour payer l'uni à tes enfants. Merci beaucoup, c'est gentil. Ok, excuse-moi. T'inquiète. Mais juste du coup, là, donc là, je finis. Donc là, c'est par exemple, ça ferait, là, j'en sais rien, lequel serait le plus proche. On va dire que c'est lui. Après, on aurait lui. Après, on aurait lui. Après, on aurait lui. Et après, là, bah, en fait, on serait obligé du coup de faire un truc comme ça pour la fin. Et là, bah, on voit bien que si on fait une inversion de ces deux éléments-là, donc si on va d'abord sur celui-là et ensuite on va dans celui-là, dans le chemin, bah, on voit que ça fera un chemin qui sera un peu plus efficace. Et en fait, du coup, on voit que c'est pas la meilleure solution, mais c'est une solution qui peut être acceptable dans certains cas. Et donc voilà, ça c'est une version qui est très très basique. Il y a évidemment des algorithmes autrement plus complexes qui existent, et plein de familles d'algorithmes qui existent pour résoudre ce genre de problème. Voilà, donc c'est ce que, notamment ce que je suis en train d'enseigner à des étudiants en ce moment. Voilà. Voilà, c'était un peu ce que je voulais dire par rapport à ça. Je crois que du coup il y avait une question sur des algorithmes d'algorithmes. Alors, ça ressemble un petit peu à ce qu'on appelle des métaheuristiques. Les métaheuristiques, c'est une famille d'algorithmes où en fait c'est une manière générale de résoudre un problème qui n'est pas un algorithme défini. Typiquement, un algorithme qui est, enfin, une métaheuristique qui est assez connue, c'est les algorithmes génétiques. Ça, c'en est un où, en fait, le principe, c'est de se... On prend exemple sur comment ça marche en biologie, l'évolution, et on essaie de reproduire ça algorithmiquement. Donc pour ça, l'algorithme, il est très simple. C'est, on génère une population initiale, aléatoire, et ensuite, ce qu'on va faire, c'est que on va garder les meilleurs, on va les faire se reproduire entre eux, ensuite on va les faire muter, et puis du coup ça va nous donner une nouvelle génération, puis on recommence. Et en fait, vous vous rendez compte que je vous ai décrit un algorithme, mais vous savez pas comment on définit qu'est-ce qu'un meilleur enfant qu'un autre, comment on fait pour faire se reproduire des enfants, comment on fait pour les faire muter, etc. Donc en fait c'est pour ça que c'est une famille d'algorithmes, donc c'est ça qu'on appelle une méta-heuristique. Voilà, et puis du coup ça c'est un petit peu quelque part un algorithme d'algorithme parce que c'est ouais, ça nous permet de générer des algorithmes plus spécifiques à un problème. Après il n'y a pas de après il faut connaître les algorithmes pour savoir quel algorithme appliquer dans quel cas. Par contre il n'y a pas de dictionnaire d'algorithmes ou des choses comme ça. Ne clippez pas le passage sur la reproduction d'enfants. Non, c'était la reproduction d'algorithmes. Et voyons. Très bien. Merci d'avoir répondu à la question de Lille. C'est comme ça qu'on fait les enfants. Non, c'est pas comme ça. C'est comme ça qu'on fait les algorithmes. Pas comme ça qu'on fait les enfants, Léo. Toujours pas. Il est tard, je vous laisse. Bonne nuit de stream, c'était très chouette. Merci beaucoup, Laure. Merci d'être passé. Merci d'être bonne passé. nuit. À plus. Bonne nuit, bon courage. Voilà, je sais pas trop s'il y avait d'autres questions. Est-ce que j'aurais raté. Tu as d'autres points? Où est-ce que tu en as dans ta présentation? Moi, je voulais juste ensuite amener un autre point parce que là, j'ai expliqué qu'il y avait des problèmes qui étaient difficiles à résoudre. Et après, je voulais juste encore parler d'autres familles de problèmes ou qui sont encore pires. On n'a même pas de garantie qu'on puisse les résoudre. Eh bien, lance-toi. Ah, attends, c'est l'heure des étirements. D'abord, étirements. Parce qu'il y a quelqu'un qui a réclamé les étirements. Étirements, je sais plus parler. Allez, étirements pour tout le monde. Merci Glorung de nous faire nous étirer, c'est super sympa. C'est bon pour notre dos. Pour tout le monde, hein. Dans le chat aussi, on s'étire les petits doigts aussi pour écrire les questions. Pour Phébus. On fait des étirements. C'est important pour prendre soin de nos petits dos. C'est bon, tu peux continuer maintenant. Yay! Alors, je crois qu'il y a juste Lille qui dit Polino n'est pas certain d'avoir suivi. Tu veux que je fasse quoi comme étirement?
Je vous fais un grand écart, mais il faut que je change la caméra et c'est trop chiant. C'est ce qu'on vient de voir ou ce qu'on vient de voir, c'était de l'exponentiel. Je suis plus pour le dernier du coup. 23 personnes Oui, qui là, ont fait ça, c'est pas mal. Ouais, clairement, j'ai fait bouger 20 personnes. Donc là, ce qu'on vient de montrer comme exemple, Lille, c'est de l'exponentiel, c'est pas du polynomial. Le polynomial, c'est la plupart des algorithmes aujourd'hui, typiquement un algorithme de tri, ce sera un temps polynomial, ce sera du polynôme même, un algorithme de tri, c'est la complexité, ce sera typiquement grand O de n fois log de n. Donc où n c'est la taille du tableau, le nombre d'éléments qu'on veut trier. Voilà. Oui, parce que après les trois familles peuvent se combiner, évidemment. On entend de nouveau ma respiration. Tu respires si fort. D'accord. J'arrête de respirer. Non, mais c'est pas grave. C'est ça, s'il te plaît. Pardon. N'hésitez pas à me dire ici, parce que je peux pas le deviner, je ne m'entends pas. Ok. Oui, non, faites bien de me dire. Alors, ok. Du coup, est-ce que vous voulez juste une aparté sur la différence entre les trois symboles, le grand O, le θ et le oméga ou pas? Donc polynomial, c'est avec plusieurs éléments modifiables. Après les étirements à la sophrologie. Alors, polynomial, c'est juste en gros si tu as quelque chose sous la forme n à la puissance quelque chose. C'est que tu as n à la puissance 1, 2, 3, 4, 12. Ça, en fait, ce sera du polynomial. Et si t'es sous typiquement, si t'as quelque chose à la puissance n, c'est exponentiel. Et voilà, généralement c'est ça. Asti, Merci si vous êtes un peu Pintic pour... perdu, regardez un moment la petite phrase qui fait coucou. Ça a été fait par mamie. Et il y a Pinty qui nous rappelle ce que c'est un polynôme. C'est une fonction mathématique qui s'écrit avec beaucoup trop de lettres et de choses. Si vous êtes perdu, n'hésitez pas à poser des questions, même vagues. Oui, n'hésitez pas, on est là pour... Enfin, non, je ne suis absolument pas là pour répondre à vos questions, je suis là pour les lire et Phébus y répond. Moi, j'ai aucune compétence en la matière. Aucune. Je te laisse la parole, tu peux continuer tes points. Chouette. Ok, alors... je reviendrai après si vous avez des questions sur les différents symboles de complexité. Sinon, c'est pas forcément le plus intéressant. Donc, je vais juste encore parler d'une autre famille de problèmes. Parce que c'est un peu marrant quand même. La famille de problèmes dont je voudrais parler, c'est des problèmes où on n'est même pas sûr qu'il soit possible, même avec un temps infini, de trouver une solution. Pour ça, le plus connu, c'est celui qui s'appelle le halting problem. Donc ça, c'est juste pour donner une idée qu'en fait, il y a des trucs qui sont encore plus complexes que celui qu'on vient de voir, qui était déjà un peu débilement complexe. C'est en fait des algorithmes, on n'est même pas sûr qu'ils peuvent se finir un jour. Donc ça c'est en fait c'est surtout pour en fait je vais surtout introduire le fait que ça existe et typiquement pour ça il y a donc le plus connu c'est celui qu'on appelle le problème de l'arrêt ou le halting problem et lui c'est le premier qui a été détecté comme ça. Donc lui son idée c'est on lui donne un programme, donc vraiment un programme quelconque et donc une suite d'instructions, hein. Et lui, il doit simplement pouvoir dire si X va s'arrêter un jour ou pas. Donc c'est les deux trucs qu'il peut dire, c'est soit il s'arrête, soit il s'arrête pas. Et ben en fait, donc ça c'est, si ça vous intéresse un petit peu l'histoire de l'informatique, c'est Alan Turing qui a démontré que en fait cette question c'est impossible d'y répondre dans un cas général. Pourquoi? C'est un peu marrant, hein.
En fait, alors, si ça vous intéresse, je peux même vous faire la démonstration, parce que en plus, elle est même pas trop compliquée. Je l'ai regardée tout à l'heure avec Léo, j'ai révisé. Oui, mais lui, il comprend des choses. Ouais, alors je lui ai même pas fait la fin de la démonstration, mais j'ai estimé qu'elle était pas trop compliquée. Mais en fait, alors pour ça, l'idée c'est de construire un paradoxe. Donc, en fait, pour ça, ce qu'il a fait, c'est qu'il a créé un programme, donc un petit programme que je vais appeler nœud. Donc je vais dire que c'est un programme qui s'appelle nœud. Et donc ce programme qui s'appelle nœud, lui, il prend en argument un autre programme. Vu que alt le fait, j'ai le droit de le faire, il n'y a pas de raison. Et donc ce que fait ce programme-là, il dit que si... J'ai écrit toutes les lettres, ça marche plus. Hein. Alors... Ça veut dire quoi un argument, il demande Léo? Un argument, c'est l'entrée du programme. C'est vraiment ce que va prendre l'algorithme. C'est l'entrée de l'algorithme. Je l'ai appelé entrée jusque-là, c'est vrai que en programmation on appelle ça un argument. Merci de me faire remarquer ce genre de choses, monsieur Léo. Donc, lui, ce qu'il dit, c'est si halt dit que x s'arrête, alors le programme nœud, ce qu'il va faire, c'est que lui, il va continuer à tourner jusqu'à l'infini. Lui, il va jamais s'arrêter. Si elle dit que X s'arrête... Que halt, on a vu, donc halt c'est le halting problem, donc on imagine que le halting problem existe. Donc on se place dans un univers où cette fonction existe et elle se termine dans un temps fini, raisonnable, quelconque. Donc on sait que un jour, on aura la réponse à cette question. Si le programme halt existe. Parce que du coup, on sait que halt, il va nous dire soit x s'arrête, soit s'arrête pas. On a vu, c'est les deux choses que halt, il peut nous donner. Donc ce qu'il nous dit, ce qu'on fait, c'est que si halt nous dit que x s'arrête, alors on continue à tourner jusqu'à l'infini. Sinon... Bonne nuit, Glorung. Merci beaucoup d'être passé. Bon repos. Non, attends, c'est pas tout à fait ça. Non, pardon, c'est pas tout à fait ça. Je vais devoir faire une correction. Aïe. Donc si jamais c'est toutes des choses qui sont très simplifiées et vulgarisées, hein, c'est pas rigoureusement juste ce que je fais. Oui, j'ai voté dans le sondage. Évidemment que j'ai voté dans le sondage. Tiens, tu peux corriger, il y a une pub. Chouette, j'en profite. C'est bon, allez. C'est le moment. N'hésitez pas à poser vos questions toujours. Hein. Je sais qu'on est un peu dans un domaine un peu plus mathématique là, actuellement. Et que peut-être que vous ne comprenez pas, et c'est possible et normal de ne pas comprendre. Il ne faut pas avoir peur. Pas de souci. Vous êtes bienvenus. Vous avez le droit de poser des questions, vous avez le droit aussi de ne pas comprendre. Tout simplement. On est juste là pour apprendre tous ensemble. Et même, vous avez le droit de ne pas être intéressé. Oui, aussi. Et si vous n'êtes pas intéressé, vous pouvez juste mettre un lurk et partir. Ou juste poser des questions. Pourquoi il tourne à l'infini si X s'arrête? Alors, c'est pas si X s'arrête en fait. C'est ça qui est un peu plus tricky, c'est là un peu où en fait on crée un nœud. Si X de X s'arrête. En fait, il prend pas tout à fait un programme, c'est là où je me suis emmêlé parce que je l'avais pas revu depuis trop longtemps. C'est en fait, il prend un programme qui prend un programme en argument. Donc il prend un algorithme qui va étudier un autre algorithme. Donc lui, ce qu'il fait, c'est que du coup, il donne l'algorithme à lui-même et il regarde si quand tu donnes l'algorithme à l'algorithme que tu lui as donné, il s'arrête. Ça fait un peu des nœuds au cerveau. Mais c'est de la logique, c'est pour ça. Ouais, c'est pour ça qu'on comprend pas tous. Mais en fait, surtout là où c'est pertinent, c'est qu'en fait, ce que ça veut dire,
c'est, ce à quoi ça sert de faire ça, c'est qu'en fait on démontre que si le programme s'arrête, alors en fait ce qui va se passer, c'est que bah il s'arrête pas, mais si le programme ne s'arrête pas, il s'arrête. Du coup, ça Et, tourne en rond. et du coup, Ça se mord la queue. bah, c'est ça. Et du coup, on voit que Alt, il ne peut pas donner la réponse à cette question parce qu'en fait, bah, il n'y a Y a pas de pas de réponse à cette réponse. question. Ah, c'est marrant. Et en fait, du coup, c'est en faisant comme ça, en créant une contradiction interne, on peut démontrer que bah, ce programme ne peut pas exister. Donc, on sait que on ne pourra jamais avoir d'algorithme qui donnera la réponse à cette question de manière exacte dans tous les cas. C'est marrant. C'est le serpent qui se mord la queue. La mort. Voilà. Le serpent qui se mord la queue. Tout à fait. Mais du coup, je comprends pas pourquoi on a créé un nœud. C'est à cause de lui qu'on a un problème. Ouroboros. Exactement, c'est Ouroboros. En résumé, le gâteau est un mensonge. Oui. The cake is a lie. C'est pas faux. Donc voilà, donc j'espère que c'était à peu près clair cet exemple. Si vous avez des questions dessus, pour revenir dessus. Moi aussi, j'ai la ref. Pour une fois. Chouette, plein de rêves. Oui. Et voilà. Et du coup, bah, c'était un peu la liste des points que j'avais prévu d'aborder avec vous ce soir. Donc j'aborde volontiers des points un peu plus avancés. Est-ce que vous avez d'autres questions dans le chat? Déjà, est-ce que vous pouvez faire un clap 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 et un merci à Maître Phébus, à Professeur Phébus, à, à Docteur Phébus? Pas encore, pas encore. Pas encore. À bientôt, Donc, à yes. futur Docteur Phébus. Hopefully. Oh, on est sûr que tu arriveras. Il y a eu des clap clap, des clap clap, des chaffettes, des clap clap clap, merci, des clap clap, des merci. Merci Et à merci vous beaucoup, de votre c'était très attention, chouette. tout ça. C'était très chouette que Pas tu chouette. nous expliques ce que c'est un algorithme. Du coup, maintenant qu'on a un algo pas NP complet, tu nous en parles? Clap clap, futur Alors, Docteur je Phébus. peux tout à fait parler. Et en fait, maintenant, parler des algos NP-hard, NP complet et tout ça, bah, ça, du coup, ce sera pas très compliqué. Parce que, en fait, ce que je vous ai présenté comme les complexités polynomiales, bah, en fait, les algorithmes, donc on va parler de classes d'algorithmes. Donc on a la classe P, on a la classe NP et la classe NP hard. Mais je sais plus, je sais plus lequel c'est NP hard. Il y en a un qui est plus compliqué que l'autre, mais je sais jamais dans quel ordre c'est. Sauf erreur, c'est dans celui-là, mais je suis pas sûr. Et en fait, donc bon, pour ceux qui s'intéressent, c'est actuellement un des problèmes du millénaire. Donc c'est un des problèmes qui ont été jugés les plus intéressants et qui méritent le plus d'être adressés par les mathématiciens pour ce millénaire. Et du coup, donc ça c'est en gros les 3 classes d'algorithmes qu'on a. Dit basiquement, ça c'est des algorithmes qui se résolvent en un temps polynomial. Donc si vous vous souvenez dans mes complexités temporelles de tout à l'heure, c'est ceux qui étaient donc sous une forme polynomiale, hein, donc sous la forme n à la puissance k, en gros. Ceux-là, c'est des qui ah oui, ouais, ça c'est des qu'on peut résoudre pour l'instant en un temps exponentiel, mais on est capable de vérifier une solution en un temps polynomial. Donc de valider si une solution est juste en un temps polynomial. Donc ça appartient à P. Et ça, c'est quand il y a tout qui est en exponentiel. Oui, alors si Elting et LP hard, c'est que je suis juste. Merci. Voilà, donc l'idée c'est donc ça. Donc de P versus NP, c'est exactement ça. Ouais, c'est ça, Lille, t'as bien résumé. Waouh, il y a des gens qui ont suivi et qui ont compris des trucs ce soir. C'est que t'as bien fait Ouais, ton job. ouais, T'as vu? je suis très heureux. Très T'as vu? heureux. Attends, donc le ultime problème, c'est dire nœud x. Si alt dit nœud x s'arrête, alors nœud x tourne à l'infini, sinon nœud x s'arrête. Et donc prouver un espèce de Schrödinger avec l'algo. C'est pas tout à fait faux. Franchement, dire, c'est pas tout à fait ça, mais l'idée. Le résumé est juste. Tu veux parler de ce que c'est une machine de Turing? Je peux parler d'une machine de Turing. Est-ce que juste du coup c'est un peu clair les notions de P, NP, NPR, tout ça? Est-ce que vous voulez que j'aille un peu plus dans le détail?
Enfin après, enfin si je peux juste présenter en 2 mots. Donc il y a donc le problème du millénaire actuellement, c'est que donc on a les différentes classes d'algorithmes et on est certain que NP comprend tous les problèmes de classe P parce qu'en fait c'est inclusif vers ce qui est le plus simple et on sait que les problèmes NP hard ne contiennent pas les problèmes P parce que justement la fonction la définition ne matche pas. Mais parce qu'en fait la vérification est trop coûteuse. Mais ce qu'on ne sait pas, c'est si P est strictement égal à NP ou pas, en fait. C'est-à-dire que on ne sait pas si il existe des algorithmes pour résoudre les problèmes qui aujourd'hui ne peuvent être résolus qu'en temps exponentiel de manière polynomiale. Et si Voilà. enfin si P est inclus dans NP et que NP hard inclut le NP, pourquoi est-ce que P est pas inclus Ouais, par peut-être qu'il est inclus. En vrai, c'est possible qu'il soit inclus. Hein. Ça, je suis pas sûr. Après, vu que c'est vraiment des notions de définition, c'est plus qu'en fait, actuellement, les NP, on les réduit à des problèmes NP hard. Mais là, disons que ça devient de la théorie du calcul, ça devient un peu pointu. Je dis ça de mon point de Voilà. vue de personne qui a pas compris toute la partie où il y avait des mathématiques, mais Mais tout à fait, c'est une bonne remarque. Hein. Mais voilà. Et du coup, Lilandril demande si on arrive, en gros, on n'arrive pas à savoir si tous les NP peuvent potentiellement passer en P. C'est exactement ça. Et on n'arrive pas à le prouver. Et en fait, le problème actuel, c'est justement ça. Donc, on ne sait pas si c'est le cas. Les experts euh, pensent plutôt que NP et P ne sont pas égaux. Donc, que ce sont deux classes distinctes d'algorithmes. Alors, si vraiment ça vous intéresse, il y a plein d'autres classes qui existent. Mais P est inclus dans NP, mais NP non plus pas, hein, ce qui me semble. Oui, c'est ça. Ouais, voilà. Ouais, et du coup, en fait, le problème, c'est que NP, il y a plein de problèmes qui sont de façon spécifique et qui, de façon, en fait, seraient potentiellement juste dans NP hard. Enfin, bref, c'est qu'il y a plein de sous-classes d'algorithmes qui existent et c'est un environnement qui est assez complexe. Franchement, je connais même pas les graphes par cœur de qu'est-ce qui est inclus dans quoi. Donc voilà. Mais l'idée, généralement, c'est ça. Et donc, bonsoir, effectivement. bonsoir Kirika, bonsoir et bienvenue. J'espère que tu vas bien. Et si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. On arrive un peu sur la fin de la présentation, mais n'hésitez pas. Quitte à ce que professeur Phébus soit encore là. J'adore. Je vais totalement te renommer comme ça sur mon attel. C'est bien, on part là-dessus. Hein. C'est vraiment genre le nouveau truc. C'est un littéraire qui se trahit en aimant les maths. Ouais, clairement, parce que moi j'ai pas tout. Euh... Oui, du coup, il me semble qu'il y avait une question de Monsieur le Zéro à un moment donné. Ah, il demande si je voulais parler de machine de Turing. Est-ce que ça veut dire que je parle de machine Ah, de Turing? tu peux nous parler du problème des emplois du temps. Oui, j'en profite pour embêter les gens vu que finalement je suis là. Alors, Apparemment, il je y a peux un parler du problème problème avec des les. emplois du temps. D'accord. Et les machines de Turing. T'as deux trucs. Bah, bref, parle. Ok, alors je vais être dans l'ordre parce que pour Monsieur Léo avait déjà demandé de parler des machines de Turing. Alors, une machine de Turing, c'est une machine théorique qui a été théorisée par Alan Turing, comme le nom l'indique. C'est pas un concept qui est très compliqué. C'est en fait, mais c'est vrai qu'aujourd'hui beaucoup de choses se basent là-dessus. En fait, c'est assez lié à ce que je viens de dire, enfin avec la notion des problèmes qui ne s'arrêtent pas. Donc en fait, lui, il avait imaginé c'est une machine donc qui a une tête de lecture. Donc en gros, il est capable de lire à un seul endroit à la fois. C'est quoi une tête de Et lecture? alors c'est justement ça. C'est qu'en gros, alors il a une grande bande de mémoire. Elle est tellement grande qu'en fait, elle est infinie, qui a plein de cases. Et la tête de lecture, ça veut juste dire qu'il peut lire un seul endroit à la fois. C'est juste qu'il va lire un endroit. Ok. Et en fait, le principe de la machine de Turing, ce qu'elle va faire, c'est que elle aura une table, donc il y a un alphabet sur sur ça, hein, donc ça peut être des lettres, ça peut être des chiffres, ça peut être n'importe quoi, tout ce qu'on veut. Et la machine de Turing, elle est définie par
un certain nombre de variables, mais surtout, ce qu'elle va faire, c'est qu'en fonction de la lettre qui est écrite, elle va écrire une autre lettre à la place, et ensuite elle va déplacer sa tête de lecture. Elle va choisir soit d'aller vers la gauche, soit d'aller vers la droite. Et c'est tout. Et ensuite elle va juste répéter le processus jusqu'à ce qu'elle arrive dans un état particulier, donc en gros savoir si elle a fini ou pas. Généralement l'idée donc c'est ça. Est-ce que c'est à peu près clair? Ok. Et le principe d'une machine de Turing c'est juste ça. Et en fait du coup toute la théorie aujourd'hui, donc toute la théorie du calcul dont je parlais avant avec notamment tous les problèmes qui ne peuvent pas être résolus, tout ça, en fait c'est tous des problèmes qui s'appliquent sur tout ce qui correspond à une machine de Turing. Et en fait, on peut démontrer aujourd'hui que les langages de programmation qu'on utilise et tout ça correspondent, à part le fait d'avoir une mémoire infinie, à ce que peut faire une machine de Turing. Et on n'a aujourd'hui pas réussi à trouver d'outils qui puissent faire plus de choses que cette machine-là ne pourrait pas. Donc c'est genre la base de l'algorithme. C'est C'est l'ancêtre. un peu. Ouais, c'est un peu ça. Et c'est un peu la base d'un ordinateur. C'est un peu comme ça que ça fonctionne. Enfin, c'est pas comme ça que ça fonctionne dedans, mais effectivement, algorithmiquement, c'est ça l'idée. Et tant qu'on est sur les machines de tutu, tu nous parles des automates. Les automates. Tu veux parler des machines d'état? Il y a aussi une Puis notion après, que toutes les étapes qu'elle a effectuées jusqu'à la fin de son programme, donc soit traduire le message, soit arriver à un paradoxe, sont valides, donc la machine peut s'en passer, non? C'est une question alors de ça, je suis Lille. pas sûr de comprendre la question de l'île. Ce qui a fait soit traduire le message, soit d'arriver à un paradoxe sont valides. Elle peut se passer de quoi? Elle peut pas forcément se passer des étapes. Voilà, je ne suis pas sûr d'avoir compris. Donc, alors je peux pas parler de tout, hein. Alors après, je peux parler des automates. Le truc, c'est qu'il y a plein de trucs qu'on peut appeler des automates. Uniquement les automates cellulaires, mais je pense pas que ce soit ça. Je pense que c'est plutôt effectivement les. Oui, n'hésite pas, Lille. Je réponds dès que tu as réexpliqué. Donc du coup, je pense que c'était les machines d'état fini. Donc les machines d'état fini, c'est une manière plus simple. Oui, non, von Neumann, non, non. On s'éloigne un peu des ordinateurs. Là. J'aime beaucoup, hein, mais. Non, non, on va pas rester jusqu'à minuit. Hein. Moi, je parle jusqu'à demain, les algos, il n'y a pas de souci. Bah, si jamais je vous laisse ma chaîne Twitch, puis moi je vais dormir. Après, je peux pas arrêter le live. Hein. Ouais, ça fait des heures en plus. Bon, écoute, je vous laisse. Je vais dormir et. T'as OBS, je te passe ma clé de stream. En live. Ah oui, juste du coup, donc pour les machines d'état, le principe d'une machine d'état, en plus c'est marrant parce qu'on peut faire une transition entre les machines de Turing et les machines d'état affinies, mais je vais pas la faire. Donc une machine d'état, l'idée c'est que on a un certain nombre d'états, d'où le nom de machine d'état, et une étape de fin, un état initial, et sous certaines conditions, on va changer d'état. Ou on peut rester sur le même état dans les mêmes conditions. Et en fait, ça, c'est si on veut, c'est une manière encore plus simple. Enfin, ça, c'est une manière de résoudre des problèmes encore plus simples. C'est-à-dire que c'est je difficilement dire beaucoup plus sans rentrer trop dans des détails qui sont vite un peu techniques. Mais ouais. Donc en gros, ça c'est typiquement avec une machine d'état, on peut faire déjà des choses qui sont assez sympas. Mais typiquement, on peut faire des divisions de nombres, on peut déjà résoudre en fait un certain nombre de problèmes. Typiquement, si en fait on reprend si on reprend le problème du robot de tout à l'heure, ce qu'on peut imaginer, c'est que il y aurait un état qui serait un état initial, qui est par exemple marcher tout droit. Et donc ça c'est un premier état. Et puis ensuite on peut dire que si il y a si il détecte un truc genre
plus de mur à gauche. Alors, bah, du coup, ce qu'il fait, c'est qu'il se met dans un état tourné à gauche. Et puis une fois qu'il a tourné à gauche, bah, il se remet dans cet état-là. Et en fait, là, ce que je viens de faire, c'est que je viens à peu près de décrire l'algorithme qu'on a défini précédemment. Vous vous souvenez de l'algorithme pour sortir du labyrinthe où on suit un mur? En fait, c'est à peu près ça. Je sais pas si tu vois. Il y a Lille sinon qui a réexpliqué. La machine de Turing traduisait les messages codés par Enigma en utilisant ce que tu disais. Quand la machine arrivait à un paradoxe, elle recommençait la traduction tout en ayant éliminé toutes les étapes passées à la tentative de traduction d'avant. Est-ce que c'est plus clair? Ok, alors oui, c'est plus clair. Alors en fait, ça c'est l'algorithme qu'il a utilisé. C'est-à-dire que c'est effectivement un algorithme de backtracking qu'on appelle, tout à fait Léo. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est qu'il essaie de traduire jusqu'à un certain point, puis à un moment donné, s'il voit qu'il y a une erreur, bah alors il sait qu'il y avait une erreur avant. Mais ça reste qu'en fait, le principe de machine de Turing reste valide, et en fait, il n'aura pas fini tant qu'il n'a pas fini de traduire tout le message. Parce que bah, ouais, la condition d'arrêt pour lui, c'était que le message soit traduit complètement et est fini. Mais c'est un principe qui est plus général, la machine de Turing. C'est pas juste la machine utilisée pour traduire Enigma. N'hésite pas à finir sur des exemples concrets en revenant concrets en revenant sur ce dont on a parlé, par exemple les emplois du temps, les IA dans les jeux vidéo ou les trucs que tu fais toi pour ton doctorat, etc. Oui, ça peut être une bonne idée pour terminer un peu tout ce que tu nous as expliqué. Ouais, on peut faire ça. Après, là comme ça, je suis un peu. Les emplois du temps, il y a quelqu'un qui nous a demandé. Je sais plus qui. On peut parler d'emploi Politique, du je temps. crois. Ouais, Nous a demandé pour les emplois du temps. Je peux te donner alors des exemples. Le truc, c'est que les emplois du temps, c'est un problème qui est un peu complexe. C'est-à-dire que les emplois du temps, si on se cherche juste à placer des horaires de gens sur une grille, il y a des algorithmes qui permettent de résoudre ça. Donc après, alors il y a plein de classes d'algorithmes différents. Hein. J'ai évidemment pas été très dans le détail, mais on peut résoudre ça de manière polynomiale. Donc voilà, il y a des manières de faire ça de manière optimale, même si on a une notion de préférence. Par contre, si on commence à avoir des notions de préférence horaire et des limites du nombre maximum de cours d'heures que peuvent faire les gens dans la semaine, des choses comme ça, là en fait on se retrouve à être de nouveau dans un cas qui est du coup un cas NP, donc avec une complexité exponentielle. Et là actuellement on n'a pas de solution optimale pour résoudre ça. Donc on utilise pour ça notamment des algorithmes de méta-heuristique, dont j'ai parlé aussi, pour en fait trouver des solutions approximatives à ce genre de problème. Attention, une petite pub encore pendant 20 secondes. C'est le moment que vous avez pour poser des questions ou demander un exemple concret. Ou faire un clap-clap dans le chat pendant encore 14 secondes. Puis après, si ça vous éclate, je peux décrire l'algorithme de tri sur lequel je suis en train de travailler. Mon frère l'avait fait à la main comme job d'été quand on était ado, le truc des emplois du temps. Ouais. Souvent ça a été fait comme ça pendant longtemps parce que justement c'est compliqué de trouver des bons algorithmes, même des bons algorithmes approximatifs, c'est compliqué. C'est vraiment un problème qui peut vite être très compliqué. Clap, 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 clap. Merci. C'est bon, normalement, tu peux reprendre. Ok. Donc je sais pas trop de quoi vous voudriez que je parle plutôt. Sur quoi est-ce que vous aimeriez que notre cher Phébus termine? Si vous voulez terminer là, on peut terminer là. Si vous préférez, je peux vous montrer des exemples d'algorithmes sur lesquels j'ai travaillé ou je suis en train de travailler. Je salue le monsieur, il connaît son sujet. Et ça vient de Pintic qui a fait un master en informatique. Merci. Moi aussi, je salue le monsieur qui connaît son sujet. Moi, j'y comprends rien, mais pour moi, tu connais son sujet. L'humain arrive-t-il à traiter des algorithmes plus complexes que les ordinateurs? Un solo de piano. Un solo de piano, je ne peux pas, je n'ai pas de piano sous la main. Sinon, j'aurais volontiers fait un solo de piano avec une touche. Alors, l'humain arrive-t-il à traiter des algorithmes plus complexes que les ordinateurs?
Traiter dans quel sens? C'est-à-dire qu'on peut définir aujourd'hui, créer des algorithmes qui soient relativement complets, relativement complexes, mais un ordinateur, qu'est-ce qu'il traite? En fait, un algorithme, un ordinateur, lui, tout ce qu'il va faire, c'est qu'il va appliquer un algorithme, mais il va pas en générer. Les IA génératives aujourd'hui, c'est pas vraiment ça. Si vous voulez, on pourrait aller dans le détail de comment ça marche, mais basiquement, on peut pas. Alors, un être humain, comment? Il est capable de traiter des trucs qui sont très compliqués, mais il va aussi faire des approximations. Typiquement, dans les algorithmes, enfin des algorithmes très complexes, si je pars du principe que la question c'était est-ce qu'on est capable de résoudre des algorithmes qui soient plus complexes que ce qu'on arrive à faire résoudre à des ordinateurs, dans certaines circonstances, oui, mais de moins en moins avec l'essor de l'IA et puis des big data et tout ça. Et typiquement, il y a des choses qui sont beaucoup plus simples pour un être humain que pour un ordinateur. Typiquement, reconnaître un chat sur une photo, c'est beaucoup plus simple pour un être humain que pour un ordinateur. C'est pour ça qu'il faut des machines très compliquées avec plein de techniques actuelles pour être capable de reconnaître un chat. Alors qu'un être humain, on lui montre quelques photos de chat, il est très facilement capable d'inférer ce qu'est un chat et ensuite le reconnaître sur des photos. Je fais des conneries. Attendez. Désolé. Et en fait, pour ce genre de choses... C'est bon. Genre créer un programme, effectivement, c'est aussi un bon exemple. Aujourd'hui, il n'y a pas d'ordinateur qui soit capable de créer un bon programme. Et fondamentalement, c'est vrai que c'est une forme d'algorithme aussi. Donc oui, il y a encore des problèmes. On peut faire des choses plus complexes que les ordinateurs. Tout à fait. Ensuite, il y a UniWi qui demande pour les problèmes d'emploi du temps une activité intéressante au Mascop à Genève sur comment voir des conditions pour qu'un emploi du temps est aménageable ou impossible à aménager. Bon, voilà. Merci pour l'information. Voilà, est-ce que vous avez encore une dernière petite question pour le petit Phébusounet? Et moi pour notre prof de ce soir. Tu veux parler d'IA et de ChatGPT vite fait? Ouais, ça peut être intéressant pour peut-être introduire un prochain ramène ta fraise. Ouais, je peux en parler vite fait. Alors, généralement, les IA, donc c'est des algorithmes qui sont d'une catégorie très spécifique. Donc, généralement, ils sont utilisés pour résoudre des tâches très très complexes. Donc, qui sont qui sont généralement déjà très complexes à définir mathématiquement. Donc, faire des preuves dessus, c'est compliqué. Et en plus, on a vraiment de la peine à résoudre ça. Donc, on utilise, plein de techniques. Je ne vais pas rentrer dans le détail sur comment c'est construit, mais on utilise en gros, c'est des maths très simples dessous pour résoudre ça. Et du coup, ça permet de résoudre des problèmes relativement complexes. Après, les IA sont en fait toujours entraînées pour résoudre des tâches excessivement spécifiques. Et du coup, typiquement, ChatGPT, c'est parce qu'il a été nommé, c'est pas du tout parce que j'ai envie d'en parler. C'est une IA qui a été créée exclusivement dans le but de faire de l'autocomplétion de texte. Donc elle, la seule métrique qu'elle est très très bonne à maximiser, c'est de créer un texte qui sonne bien, qui soit vraisemblable. Et il a du coup aucune notion de si le texte qu'il va générer contient des informations qui soient vraies, qui soient logiques, qui ait la moindre information valide dedans en fait. Typiquement, il y a un certain nombre de trucs qui ont pas mal tourné et puis qui peuvent encore tourner, mais c'est typiquement si on commence à demander à ChatGPT quelle est la différence entre un œuf de lapin et un œuf de poule, il sera très très heureux de vous l'expliquer. Et puis même avec UniWi on s'était amusé une fois et puis il nous avait même expliqué que en fait les œufs de lapin c'était assez rare, mais que si on voulait en acheter il fallait aller voir des producteurs locaux parce que justement c'est dur à faire. Voilà. Et en fait il va du coup générer un texte qui est tout à fait vraisemblable, mais qui du coup est pas du tout vrai, mais parce qu'en fait c'est pas son but. Lui tout ce qu'il doit faire c'est autocompléter les phrases. Et si une phrase commence comme ça, la définition d'un losange aussi, c'est très bien. Je lui ai fait faire une définition d'un losange l'autre jour.
C'était pas ChatGPT, c'était un autre parce qu'il faut pas utiliser ChatGPT, mais après c'est pour d'autres raisons. Et en fait, lui, ce qu'il me donne, c'est une forme qui a au moins 4 côtés. Donc déjà, ça commence mal parce qu'en fait, un losange, ça a exactement 4 côtés. Et en fait, il doit avoir 4 angles égaux, généralement 90 degrés. Donc si jamais, en fait, s'il y a une forme qui a 4 côtés, alors déjà, si elle a plus que 4 côtés, c'est très difficile qu'elle ait 4 angles à 90 degrés. Et ensuite, si il y a 4 angles égaux à 90 degrés, c'est un carré. Donc voilà, donc un carré, c'est un losange, oui, mais c'est pas la définition d'un losange en fait. Il y a plein d'autres losanges qui sont pas carrés. Donc voilà, et ensuite il continue par dire, du coup, c'est un hexagone régulier. Donc là, en fait, on voit que il y a aucune notion de véracité dans ce qui va sortir comme valeur. Donc ça, c'est des notions qui sont importantes à avoir. C'est ça fonctionne très très bien ChatGPT, mais ça sert pas à avoir des informations. Ça sert exclusivement à autocompléter des textes. Donc un losange, non, un losange n'est pas un carré épanché. Un losange, il est défini, alors je me souviens plus exactement de la définition, sauf erreur, c'est que les deux diagonales doivent se croiser à angle droit. Je crois que c'est la seule condition. Oui, non. Ouais, voilà. Voilà. Et Mais du coup, pour les IA, si jamais sur pourquoi il faudrait ou pas utiliser ChatGPT, je vous invite, si je peux me permettre de faire une petite promotion pour Tournesol. oui, bien sûr, vas-y. Alors du coup, ouais, je fais partie de l'association Tournesol qui lutte et milite pour améliorer l'éthique des IA. Et du coup, évidemment, on n'est pas très heureux par tout l'engouement autour des IA génératives et de toute la pub tout ce que ça génère là autour. Donc voilà, le problème aujourd'hui, c'est que en fait, utiliser ChatGPT en soi, si on l'utilise entre guillemets bien, donc c'est-à-dire juste pour auto-compléter des trucs, il n'y a pas de problème avec le contenu que ça va générer parce que c'est juste à auto-compléter. Si on est conscient qu'il n'y a aucune valeur de véracité là-dedans, alors il y a toujours le risque de se faire bluffer et puis de commencer à croire ce qu'il dit. Mais en oubliant ça, en fait, on encourage quand même ce genre d'IA à être créé parce qu'en fait aujourd'hui il y a une course à l'IA à ce qu'elle soit de plus en plus spectaculaire, de plus en plus impressionnante, et c'est ça en fait, ça va au détriment de la sécurité et la manière dont c'est construit, etc. Donc voilà, je milite pour ce genre de choses, pour la sécurité de l'IA et puis Voilà. éviter les trop gros modèles obscurs. J'espère que ça vous a plu. On aura, j'imagine, Phébus qui reviendra nous reparler mais d'intelligence artificielle une autre fois. Et Grand plaisir. plein d'autres intervenants, mais j'espère surtout que cette première édition vous a plu de Ramène ta fraise. Et merci beaucoup, 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 professeur Phébus. J'aime tellement. Au secours. Ce pseudo te va si bien. Merci beaucoup pour l'invitation. Et puis j'espère que j'ai été clair et puis que ça vous a plu. Et puis voilà. Merci à toi. L'invitation, parce que tu me Mais donnes. avec grand plaisir, merci d'avoir été le premier, d'avoir fait l'épisode pilote. Merci pour ce Stanley. Avec plaisir. C'était pas une mince affaire, donc voilà. Un très bon premier épisode et plein de clap-clap. Merci Doc, merci professeur Phébus, merci professeur, et merci pour la soirée et ainsi de suite. Donc ils sont ravis. Je vais couper Discord et je vous reprends le chat, etc. sur le Just Chatting visuel, comme ça on peut discuter encore un peu de ce que vous en avez pensé et ainsi de suite. Et voir vos retours aussi, c'est intéressant pour les futurs épisodes. Merci encore Phébus, vraiment beaucoup, beaucoup, c'était trop bien. Et je pense qu'on te retrouve par écrit, j'imagine, sur le live tout de suite. Tout à fait. Très tout bien. à fait. Merci beaucoup Phébus, une très belle soirée. Et merci, à bientôt. bonne soirée aussi. Bonne soirée à tout le monde. Salut.